un coup de prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast. Je suis Seb. Actualité oblige. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir David Tomaszewski, réalisateur donc, pour le film Yoroi, actuellement au cinéma, donc avec Aurel San et Clara Choi. Bonjour David, comment ça va? Bonjour, pas mal du tout, merci et toi? Eh ben, écoute, ça va super, je suis ravi de te recevoir. C'est vrai que quand je t'ai écrit sur Instagram pour te demander est-ce que tu serais intéressé pour venir, je ne m'attendais pas forcément à une réponse, puis tu as été assez réactif, donc franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon, l'idée, voilà, tu es réalisateur, entre autres, parce que tu as plein de casquettes à ton arc, on va dire, tu as plein de cordes à ton arc. L'idée, c'est d'échanger un petit peu sur ton parcours. Et puis après, on va revenir sur Yoroi, un peu comment s'est passé la réal, etc. Et puis d'en apprendre un petit peu plus, parce que le film est toujours en salle au moment où on se parle. On lui souhaite une belle carrière, et puis on croise fort les doigts, en tout cas pour toi, et puis pour toute l'équipe associée. Merci. Est-ce que déjà, tu peux, voilà, c'est la question un peu bateau, mais est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Oui, David, réalisateur. J'ai commencé à faire des films à l'âge de 15 ans à peu près, quand j'étais au lycée. J'ai pas mal tourné pendant... j'avais la chance de faire aussi des arts plastiques au lycée, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo, faire des courts-métrages. Parfois, j'en faisais presque un par jour à la pause déj. Mais j'ai commencé à en faire de plus en plus sérieux. Et puis, je suis rentré après le bac. J'ai essayé d'aller à la fac. Je suis resté 3 semaines en fac de cinéma. Je me suis enfui et j'ai réussi. J'ai eu la chance de travailler, de rentrer dans un studio de VFX qui s'appelle MacGuff. Ah, ok. C'était à l'époque de Blueberry, Réversible. Ah oui. Je suis rentré, c'était en 2003. 2002-2003, je suis rentré chez MacGuff après avoir quitté la fac et j'ai commencé à travailler comme infographiste 2D, digital artiste chez MacGuff à l'époque. Ce qui m'a permis d'autofinancer des courts-métrages et d'apprendre le métier, aller sur les tournages et travailler en équipe. Donc je suis rentré dans le cinéma par ce biais-là, à la fois par les courts-métrages dans mon coin et par les effets visuels numériques. Ouais, parce que c'est une grosse partie de ta carrière. Je regardais un peu bon, j'ai un peu épluché ta fiche IMDb. Je ne suis pas sûr qu'elle soit complète, hein, parce qu'on en a un peu discuté en off. Il manque pas mal de trucs. Mais je vois notamment que tu es crédité notamment en tant que... Alors, c'est intéressant que je te pose cette question tout de suite maintenant quand on parle des VFX. Tu es à la fois crédité en tant que composition numérique et à la fois digital artiste. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux? Moi, j'ai une petite idée, mais... Compositing, c'est plus précis. C'est vraiment tout ce qui est composer des couches en 2D. C'est tout ce qui est travail 2D qui est très précis. Digital artist, c'est un peu plus vaste. C'est plus de choses à la fois. C'est un mélange de direction artistique, de matte painting, de compositing, de plusieurs choses. Donc, c'est un peu plus vague, on va dire. C'est un peu le chef de projet au-dessus. Ouais, pas forcément chef de projet, mais ça englobe plus de choses, on va dire. Ouais, parce que je regardais un petit peu, tu as quand même bossé sur des chouettes prods, hein, parce que je voyais, je ne vais pas tout citer, mais 99 francs, Enter the Void, avec en plus des réalisateurs qui ont une patte graphique et une patte artistique, Yann Kounen, entre autres. C'est fou de pouvoir commencer déjà à pouvoir bosser sur les VFX de ce type de film. Je sais que j'avais vu 99 francs à l'époque au cinéma, et j'avais trouvé, ce film, j'avais adoré. Et même le revoir, je trouve qu'encore, il vit bien, je trouve quand même, globalement, au niveau des effets spéciaux. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. J'ai eu la chance de bosser avec Yann Kounen, Gaspard Noé, qui m'ont vachement parrainé un peu dans ce cinéma-là aussi. Donc, je suis rentré... ça faisait partie de ces rencontres que j'ai eues à l'époque de MacGuff.
Et c'est resté, voilà, Yann, c'est resté un ami. Il a sorti son film en même temps que nous, là, L'homme qui rétrécit. Oui, Gaspard, voilà, moi j'ai vu Irréversible quand j'ai passé le bac. Le fait de pouvoir travailler avec lui des années après, ça a été une ça nous chance a inouïe. tous mis un coup de poing dans Ouais, la tronche. je salue aussi dans ce trio Renaud Chabrier, qui est le superviseur qui a été superviseur des films de L'homme qui rétrécit, enfin tous les films de Yann, quasiment, les films de Gaspard, et qui est un peu qui a été aussi mon mentor dans le cinéma. Bah, ça se sent un peu, hein, parce qu'on sent que tu recherches, que ce soit dans les clips, que ce soit dans la réelle de Yoroi, il y a des effets visuels assez. On sent que tu cherches à imprimer la rétine. Donc on sent que tu viens un peu de cette école-là, donc c'est bercé, quoi, en tout cas. On peut démarrer, si tu veux, par. Je suis assez curieux, même si tu en as parlé dans les interviews, ta première expérience avec le court-métrage Escape from Tatooine, qui t'a quand même donné un bon coup de pouce au niveau de ton réalité, parce que ça t'a été, entre guillemets, validé par rien que moi, George Lucas, parce qu'il a, entre guillemets, t'as gagné un concours, en fait, je crois, c'est ça, hein, si tu Ouais, c'était un concours. En fait, j'avais déjà fait une première fois le concours en 2002. Je passais le bac. J'avais fait un premier court-métrage qui est introuvable, qui s'appelle Sparring Program, qui avait gagné ce même concours, mais catégorie moins de 18 ans. Donc j'avais 17 ans à l'époque. Et qui était dans un espèce que j'ai vu qu'il y avait une émission où il passait tous les courts-métrages où c'est marqué dans tes crédits. C'est dans cette émission-là que ce cours est passé, du coup. Alors, à la base, c'était sur une plateforme qui s'appelait Atom Film. C'était avant que YouTube existe. On parle de ça, c'était 2002. Hein. Ouais. Donc, c'est Internet en 2002. Donc, Atom Film, c'était une plateforme de court-métrage. C'était avant parce que YouTube a été créé en 2005. Et le concours était sur cette plateforme-là. Par la suite, il y a eu en effet une émission présentée par Kevin Smith voilà, c'est ce que j'ai vu. qui passait les courts-métrages gagnants. Et ça a été dans ce cas du concours. Et je l'ai retenté 2 ans après, en 2004, sur la même plateforme Atom Film, le même concours. Et ce coup-ci, j'ai eu le prix George Lucas. C'est la classe. Voilà. Franchement, pour avoir regardé en plus le court-métrage, franchement, pour un court-métrage, tu sens que c'est taffé au niveau des effets spéciaux. Il y a des trucs vraiment. Ouais, après, sympas. Ouais, merci. C'était à l'ancienne, j'avais 19 ans. J'étais encore au début un peu de bidouiller des trucs. Mais t'as passé combien de temps dessus à le faire, entre le tournage, entre les effets spéciaux, la post-prod? Je sais plus, beaucoup de temps. Je crois un bon mois, mais un bon mois rempli avec les moyens du bord, avec 40 € à l'époque, quoi. Impressionnant. Alors ma question, moi j'ai juste un point de détail dans le court-métrage que j'ai regardé. Il y a tout le passage avec les Stormtroopers. Ouais. C'est des effets spéciaux ou c'est du stop motion? Parce que ça fait stop motion quand on le voit. Non, j'ai filmé, j'ai profité d'une convention Star Wars qui avait lieu à cette époque-là. Excellent. Il y a une association de Stormtroopers, ils sont dans le monde entier, mais ils ont été créés aux États-Unis, la 501, je crois, 501 ST, et ils ont une branche en France. Donc en fait, c'est des fans qui s'habillent en Stormtroopers, qui se déplacent à des conventions, ils se déplacent on peut les engager pour des anniversaires, des avant-premières, des célébrations. Je crois que même la même année, ils étaient à Cannes parce que George Lucas était invité pour l'épisode 3 à Cannes. Et les Stormtroopers ont fait le tapis rouge, les marches du festival, pour accompagner Donc voilà, c'est la 501, cette association. J'ai profité d'une convention pour faire des plans avec eux. Et ils ont été incrustés après en numérique sur le décor. Ouais, parce qu'il y a un petit effet qui fait un peu, ça fait, je ne sais pas si c'est voulu, mais ça fait sensation stop motion en fait, dans la manière dont ils bougent, etc. Ouais. Je trouve que c'était plutôt sympa dans l'effet visuel. Merci. Et du coup, je crois que tu l'as loupé, George Lucas. J'ai entendu dire que tu ne l'as pas pu le voir en fait, finalement. Tu as vu son ranch, mais tu n'as pas vu lui. Oui, moi, quand j'ai été invité au ranch, donc j'étais invité à la suite du premier cours que j'avais fait en 2002. Je suis allé au ranch en 2003. J'ai été invité par Steve Sansweet, qui est un collectionneur aussi, qui travaille pour Lucasfilm, qui est l'un des plus gros collectionneurs Star Wars au monde, d'ailleurs, je crois. Il a un ranch qui s'appelle le Ranch Obi-Wan. Et donc, on a été invité par Steve à visiter, à passer une journée dans le ranch. Ça, c'était en 2003. Et lui, à ce moment-là, George Lucas était en train de tourner l'épisode 3, justement. La revanche des Sith, qui est peut-être son meilleur, on va dire. Dans les films qu'il a réalisés. Ouais, dans ceux qu'il a réalisés. Ouais, Pour moi, ça reste l'Empire contre-attaque, sinon. Enfin, il a produit. Mais... Oui, il l'a produit. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est le meilleur pour plein de monde. Je crois le 5. Le 6 est décevant. Moi, plus je le regarde, moins je l'aime. Le 6, c'est bête, mais. Oui, mais après, il y a quand même des super moments. Enfin, il y a le début qui est fou. Il y a des scènes incroyables quand même qui me restent. La tension de la fin est top aussi.
Moi, je les ai refait avec mes enfants il n'y a pas longtemps. Là. On a refait l'intégrale. Ils sont dans l'âge pour les regarder et ils ont adoré. Et il y a même des épisodes que moi j'avais moins aimé. Tu vois, la dernière trilogie, là, c'est un peu plus discutable. Mais finalement, j'ai revu le 8 à la hausse pour le côté un peu visuel et le 9, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu n'importe quoi. Ils se sont un peu perdus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, je regardais aussi, il y a un truc assez atypique aussi, puis je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu mis en avant, mais tu as aussi beaucoup participé à des créations de génériques. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais OSS 117, moi j'ai noté Les Infidèles, Coco Chanel, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'était pour citer les plus connus. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment ça fonctionne? C'est quoi, du boulot de montage? Il y a du VFX? Voilà, Ouais, parfois c'est juste de la création de typos et parfois c'est du tournage. C'est en fonction des budgets, en fonction des besoins du film. J'ai commencé justement à faire des génériques. C'était le premier que j'ai fait, c'était 99 francs. Ok. Semaine. Et donc j'en ai fait plusieurs pour Yann. Donc il y a eu Coco et Igor, et on a plusieurs qui ont suivi. Annie Dancher, qui est la monteuse des films de Yann Kounen, m'appelait régulièrement ensuite dès qu'il y avait un générique, elle soufflait mon nom à la production et je la remercie bien d'ailleurs. Et comme ça, j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de longs métrages en générique. Et c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé les génériques au cinéma, que ce soit Seven, qui était la première claque. Ça a été la première claque de générique à l'époque où je l'ai vu à 11 ans au cinéma. C'est jeune. Bond. C'était jeune, ouais. 11 ans, c'est jeune. C'était jeune, ouais. J'ai triché. Je suis allé avec des potes de 3e voir le film. Ah oui. Et j'ai triché. Mais ça a été un choc. Et puis oui, il y a eu les James Bond qui ont des génériques magnifiques. Ouais. Et c'est devenu un art à part entière. Et c'est un truc qui m'a toujours plu. Et c'est quelque chose que je continue à faire de temps en temps. Ouais. Moi, je sais que dans les génériques marquants, un truc très mainstream, mais moi j'adorais surtout le premier, mais le générique du Spider-Man de Sam Raimi. Pareil, Sam Raimi qui a aussi des putains de génériques, excuse-moi l'expression, mais et c'est vrai que c'est important pour te mettre dans le bain d'un film, quoi. Si tu as un bon générique, généralement tu te dis bon, ouais, ça te met dans les bonnes conditions pour voir le film. Ouais, donc, ça c'est sûr. Ouais. David Fincher a été justement, il y a eu Seven, mais il y a eu Fight Club, il y a eu Panic Room qui était un générique qui était presque mieux que le film lui-même. Enfin, ça a été un choc au cinéma de voir ce générique-là. Il y a toujours un truc, même de Millennium, et un générique sublime. Et moi, ça me plaît. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, même sur mon propre film, j'ai pas un générique, quoi. Donc, on en parle un peu vite maintenant, mais tu t'as fait le générique aussi pour Yoroi, du coup? C'est toi qui t'en occupé? Okay. Ouais, alors pour le coup, c'est le premier générique que j'ai fait où j'avais pas de budget. D'habitude, j'ai un budget pour faire un générique, il faut un m'appelle pour faire que ça. Ouais. Et là, j'avais 0 budget pour le générique. Donc, je me suis dit, mais bon, je peux pas ne pas. Comme c'est aussi mon métier, génériqueur, on va dire, c'était indispensable que je fasse quelque chose. Ouais, non, c'est clair. Je pense que fallait mettre ta petite patte dessus derrière, quoi. Ok, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que ce métier-là, en fait, on en parle finalement assez peu. Et c'est vrai que toi, c'est comme nous, on essaie aussi pas mal de mettre en avant le métier de cascadeur, le métier de chorégraphe de combat, etc. C'est des choses qui commencent à être mises en avant parce que c'est une mode, mais il y a plein entre guillemets, de métiers de l'ombre. On ne fait pas forcément le lien qu'il y a une personne qui s'occupe du générique. On connaît un peu plus les gens qui s'occupent du montage d'un film. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses, on ne pense pas forcément, et c'est toujours bien d'en parler et de le mettre en avant en tout cas. Donc, bien sûr. Donc, très très chouette. Une grosse partie de ta carrière, c'est les réalisations de clips. On te connaît essentiellement pour le travail d'Orelsan, mais pas que. Tu as fait aussi M, j'ai vu qu'il y avait aussi Vita et Slimane, et LG aussi, au moment où elles ont eu un petit peu de trucs. Je ne sais pas si elles continuent à faire des choses, on entend en parler en tout cas, mais peut-être qu'elles préparent un album, on ne sait pas. Mais en tout cas, la question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que c'est la différence vraiment entre réaliser un clip? Finalement, c'est pas si loin que réalisateur de cinéma, mais voilà, comment ça s'est passé, comment se passait la rencontre, enfin, si tu as des choses à raconter un petit peu sur ce métier et sur ta rencontre avec Orelsan aussi. Le clip, oui, il y a quelque part, il y a plus de liberté, on va dire, créative, peut-être. C'est une narration. Moi, j'ai toujours, en tout cas, approché au départ, en tout cas, quand j'ai commencé à faire des clips, j'ai toujours essayé de raconter une histoire, en tout cas. Ce qui m'intéressait dans les clips avec lesquels j'ai grandi, que j'ai aimé, il y avait, voilà, comme j'avais toujours eu envie de faire du cinéma, j'essayais toujours de raconter une histoire dans les clips. Même si après, au fur et à mesure, j'ai dévié, et puis on a plus des demandes où il faut des playbacks, il faut des performances, parfois c'est juste des concepts visuels.
Ouais. Mais ce qui m'a toujours plu en fait dans les clips, c'est ce qui est narratif, qui est une forme de faire des courts-métrages, mais dans le cadre d'un morceau. Alors en effet, la différence, c'est qu'il y a un cadre, c'est qu'il y a un track, il y a un début, une fin, il y a une chanson, il y a des paroles qu'il faut plus ou moins illustrer parfois directement, parfois indirectement. Ou c'est presque comme de la comédie musicale parfois, ou comme une scène, une comédie musicale. Ou alors parfois j'essaie d'éclater le format et de rajouter des moments narratifs sur des clips, ça m'arrivait aussi. Après voilà, c'est un clip, c'est en général 1 mois ou 2 mois de travail. Ok. Là où un film c'est 4 ans de travail. Enfin, on va dire 2 ans à plein temps, 2 ans de développement et 2 ans de production, quoi. Ah, ça s'est développé pendant le Covid, du coup, Yoroi, vous étiez en plein Covid quand vous avez commencé Non, à réfléchir à ça, même pas? on a Ah non, peut-être commencé, après. c'était fin 2021, donc on était encore un peu en sortie. Ouais, on était sur la fin Covid, on avait encore des restrictions, tout ça, mais c'était vers la fin. 2021, ouais. J'ai plus souvenir si 2021 d'ailleurs, il y avait eu encore un confinement à Noël, peut-être, c'est possible. Et donc voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus long. En tout cas, il y a un film là pour le coup, il y a pas de, on est dans un cadre qui est purement dans la narration, dans l'émotion, on travaille avec les comédiens, et c'est voilà, là où un clip c'est plutôt un sprint, un long métrage c'est plutôt un marathon, quoi. Ah, pas mal. J'aime beaucoup la comparaison. C'est une Ouais. très bonne comparaison. Ouais. Et j'ai regardé, parce que du coup, j'ai pas mal documenté. J'avais pas encore vu le documentaire qu'a fait le frère d'Orelsan, où on te voit apparaître justement dedans. Et il y a eu 2 périodes, en fait, dans le travail d'Orelsan. Il y a la période, entre guillemets, il y a le premier album, il y a eu un creux, puis après, tu es revenu à collaborer avec lui dans les années 2020 sur son dernier album, ou avant-dernier album, peut-être, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a eu, non, je suis arrivé, j'ai fait j'ai fait le dernier clip de son premier album. Ouais, Ensuite, on a fait un autre clip entre 2 albums. Ensuite, je me suis occupé de beaucoup de clips et de la direction artistique sur le 2e album. ok. Après, il y a eu les Casseurs Flotteurs, où j'ai un peu collaboré dessus aussi. Oui, j'ai vu ça. Et puis après, je suis parti faire d'autres trucs, d'autres clips. Et ouais, puis c'est en 2021, c'est 7-8 ans après que je suis revenu avec. On a fait le clip de l'odeur de l'essence sur l'album Civilisation, qui était l'album précédent. Il y a le nouveau qui sort demain. Oui. La fuite en avant, mais Civilisation est sorti il y a 4 ans, au début où on commençait à développer Yoroi. Et donc j'ai fait l'odeur de l'essence et Jour meilleur. Voilà. Oui, que j'ai regardé tout à l'heure, enfin, je me rafraîchis la mémoire, parce que je les ai vus forcément ces clips-là, parce qu'ils ont été multidiffusés sur pas mal de plateformes, mais j'ai pas fait le rapprochement, en fait. C'est vrai que, encore une fois, c'est des trucs tout bêtes, mais on fait pas le rapprochement qu'il y a pareil, un réalisateur derrière un clip, on fait le rapprochement qu'il y a un réalisateur derrière un film, mais Ouais. un réalisateur de clip, on raccroche pas forcément. Alors, ça devient de plus en plus, entre guillemets, mainstream, parce qu'il y a des grands réals qui ont fait soit des pubs, soit des clips, et qui Ouais. ensuite sont passés au cinéma. Mais en France, j'ai l'impression que c'est encore un peu plus confidentiel, quoi, tu vois, sur les réals. Possible, ouais. Je sais pas, hein, peut-être que je m'avance et je dis des bêtises, mais j'ai pas Non, le mais ça sentiment que dépend. c'est Après, plus- c'est aussi c'est un peu pareil que dans le cinéma aussi. Je pense que quand on est passionné, on s'intéresse à qui est derrière, mais en Forcément. général, même au cinéma, les gens ne se rappellent pas forcément des réalisateurs. Et une question qui me taraude, alors tu me dis si tu veux pas y répondre, mais je me dis, dans ce métier-là, tu as aussi le statut d'intermittent du spectacle. Est-ce que toute cette période-là où tu es entre réalisateur de clips, faire des génériques, faire un peu de montage, du VFX, est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'en vivre, en fait? Parce que c'est une question toute bête, mais est-ce que tu arrives à vivre de ça, ou est-ce que tu es obligé quand même de prendre un job à côté? Est-ce que c'est quelque chose Ça qui te dépend permet- des périodes. Oui, j'ai de la chance de pouvoir en vivre, en tout cas, oui, ça clairement. C'est chouette. Ok. Mais parfois, il y a des périodes creuses, donc parfois, on fait d'autres choses. Moi, ça m'arrive, voilà, on fait des génériques, ou on fait. Parce que ça reste générique, ça reste. C'est pas vraiment, on n'est pas vraiment réalisateur de générique, même si on est réalisateur. Quand il y a du tournage, oui, on est sur le plateau. Au SS 117, par exemple, c'était la réalisation. Il y avait aussi toute une partie graphique. Donc, oui, quand il n'y a pas de clip à tourner ou de film à tourner, il y a des génériques à faire, ou il y a de la direction artistique. Ça m'arrive aussi de faire des illustrations, faire des choses diverses. Donc, je suis toujours en activité. Puis ça permet aussi, dans les périodes creuses, de se mettre à écrire, surtout, parce qu'on n'a jamais le temps Oui. pour ça.
Oui, oui, bah oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais oui, tu es aussi au scénario de Yoroi, enfin, en collaboration avec Orelsan. Ouais. Juste avant ça, tiens, parce on va passer après sur Yoroi, moi, ce qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est que il y a beaucoup d'arts martiaux dans Yoroi, ça castagne énormément. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est quel est ton rapport justement au film d'arts martiaux. Est-ce que tu en consommes? Est-ce que c'est plutôt occidental? Est-ce que c'est plutôt oriental? Est-ce que c'est du cinéma venu d'Asie? Est-ce que tu as des petites choses à raconter là-dessus? Tu peux parler aussi un peu de cinéma d'action. C'est quoi ton rapport avec ça, justement? Ouais, bah moi, en grandissant, enfant, surtout enfant, après ado, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films d'arts martiaux. J'ai vu beaucoup de Van Damme, j'ai vu beaucoup de Jackie Chan et de Bruce Lee. Ok. Donc, on va dire, c'était un peu les trois avec lesquels j'ai grandi. Alors, Steven Seagal, je sais que c'est une référence, mais moi, je suis passé à côté. Je crois que j'ai vu un film et demi avec Steven Seagal. Même Alors, c'est si j'ai lequel, un film et demi? T'en as vu un et il était arraché auquel? Piège en haute mer, et puis le 2, je crois. Et puis à la grande vitesse, et du puis, coup. il y avait Ultime Décision, mais il se bat pas dedans, de toute façon. Ouais, c'est la moitié d'un film, ouais. Et puis il meurt très rapidement. Oups. Ah si, c'est vrai que j'ai vu ce film avec DMX, je crois, mais je me rappelle plus du titre. DMX, alors je crois que de mémoire, c'est pas l'ombre blanche, c'est Hors Limite. Si, c'était l'ombre blanche, je crois. C'est l'ombre blanche? Ouais, je sais plus. Parce qu'il y a Hors Limite aussi où est dedans DMX, tu sais, c'est Hors Limite aussi où. Ouais. Mais ils se ressemblent tous. Mais il faudrait que je me fasse une séance de rattrapage, Steven Seagal. Non, mais bon, j'avais des grands frères qui m'emmenaient voir les films, donc c'est vrai que j'ai vu des films même très jeunes. Genre, je me rappelle avoir vu. Moi, j'ai vu Kickboxer, évidemment, à 7-8 ans. Ouais. J'ai plusieurs fois, qui était une référence, qui est un film, qui est un classique aujourd'hui. Grand classique. Mais j'ai vu, je sais pas, je me rappelle avoir vu au cinéma Coup pour Coup. Ah oui, tu l'as vu au ciné? Ah, génial. Ouais, qui était bien violent d'ailleurs. Je crois que j'ai vu à 7-8 ans, j'étais très jeune. J'ai dû le voir au même âge aussi. Ouais. Je sais pas si les gens se rappellent beaucoup de ce film, mais voilà, il y avait une scène de baston en prison dans les flammes à la fin qui était folle. Ouais, où il projette le méchant, celui qui est appelé, je crois que c'est pas Satan, mais c'est le mal, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, qui est un acteur, le nom m'échappe à l'instant T. Pourtant, c'est un acteur qui a tourné énormément dans ce type de production-là, mais qui ressort des flammes. Oui, c'est ça. Je me rappelle de ça, mais je me rappelle il y a eu Le Grand Tournoi, c'est un film qui m'avait plu à l'époque. Ouais. C'était un peu multi-arts martiaux dans une espèce d'une île secrète. Évidemment, il y a eu. C'est le Bloodsport de Van Damme dans les îles, et puis il s'est fait plaisir en embauchant James Bond, quoi. Voilà, c'est un peu le trip, quoi. Et non, il y a eu quoi bon, il y a eu cela. Moi, les Jackie Chan surtout. J'étais un fan absolu. Le Marin des mers de Chine, qui est peut-être mon préféré avec Jackie Chan. Ok. Même s'il y a eu Drunken Master qui est top. J'adore La Nienne Intrépide. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Opération Condor, Mister Dynamite. Ça, c'était des films que j'ai adorés enfant. Ça marche bien. Il en fait un nouveau d'ailleurs, là, tiens, Jackie Chan. Il y en a un nouveau qui sort, là, parce que tu sais, ça s'inscrit dans une trilogie, en fait. C'est ça, Mister Dynamite, ouais. Mister Dynamite, Opération Condor et Chinese Zodiac. Tous les trois rentrent dans une espèce de trilogie. J'ai pas vu le troisième. Et le nom m'échappe. D'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Manu Lanzi a tourné dans Chinese Zodiac. D'accord. Ouais, je crois qu'il a un petit rôle dedans, soit en cascadeur, soit un petit rôle où on le voit à l'écran, justement. Il joue un méchant, je crois, de mémoire dedans. Et, je ne veux pas me dire de bêtises, parce qu'il va me reprendre, sinon je vais me dire, mais non, c'est pas dans celui-là. Incroyable. Donc, il y a un quatrième en préparation. A priori, il veut sortir un quatrième film prochainement. Donc, d'accord. Il a 70 balais maintenant, ça commence à être un peu dur, mais ça reste le meilleur, je pense que ça reste le meilleur artiste au cinéma, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est notamment surtout parce que c'est comment il amène de l'humour. Je trouve que son personnage est toujours attachant. Le fait qu'il fasse des cascades folles en vrai, enfin, pour moi, c'est le maître absolu, Jackie Chan, je crois. Pour moi, c'est le plus sympathique. Il y a eu Bruce Lee quand même, il y a eu la Fureur du Dragon, Opération Dragon. Il y a eu Bruce Lee aussi m'a marqué, mais Jackie Chan, pour moi, respect absolu. Enfin, en tout cas, pour moi, dans le cinéma d'arts martiaux, c'est la référence incontournable. Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, lui, il a fait un début de carrière un peu compliqué, parce que là, c'était Bruce Lee. On a voulu lui coller entre guillemets, la relève de Bruce Lee. Ça n'a pas marché. Et puis, à partir du moment où il a endossé le costume de la Kung Fu comédie, voilà, et là, clairement, ça a explosé. Et puis, il n'y a que des pépites. Et c'est vrai qu'après, dans ce domaine-là, il a tous ses copains, entre guillemets, de l'école de Pékin, l'opéra de Pékin, que ce soit Yuan Biao, Sammo, etc., qui eux aussi, en termes martiaux, sont énormes, en termes de cascade aussi. C'est fou, quoi. Il y a tellement de choses, en fait.
Bah voilà un bon exemple de aussi pourquoi Jackie Chan est devenu Jackie Chan, c'est grâce à son entourage, à sa bande. C'était un crew, quoi. C'était comme tu dis, c'était une équipe et Ouais. pour avancer ensemble. Jackie Chan, c'est lui qui était le plus talentueux, qui a percé le plus, mais il n'y est pas arrivé tout seul non plus, quoi. Voilà. Non, et puis c'est peut-être la chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il quand il a commencé à percer en solo, il a vite oublié quand même ses copains avec qui il a aidé à avancer au départ, et puis il a fait son truc de son côté, quoi. Ouais, après, je sais pas s'il les a oubliés, il les a quand même fait tourner, ils ont fait quand même. Ils ont fait des petits caméos au début, mais après, il y a toujours plein de trucs qui circulent sur. Faut reprendre et en laisser, mais que que les relations n'étaient pas forcément si bonnes sur la fin, parce que bref, d'accord. c'est toujours des trucs d'intérieur qu'on n'aura jamais la vérité, parce que c'est toujours la parole de l'un versus la parole de l'autre. Ouais, c'est possible. C'est pas très très grave en soi. Ok, super. Écoute, t'as peut-être autre chose à rajouter, non? C'était bon pour toi? Non, après, les films, oui, après, dans les arts martiaux, ouais, de ce côté-là, pour moi, c'est les références. Après, il y a un cinéma plus B que j'ai pas. J'en ai vu un peu quand j'étais jeune, ça passait dans les vidéoclubs, ça passait à la télé. Il y a eu des films d'arts martiaux plus occidentaux, plus américains, plus B, mais finalement, bon, l'action m'a toujours plu. Après, aujourd'hui, je suis moins un client. Je suis pas un geek hardcore des films d'arts martiaux. Ouais, mais J'aime bien de temps en temps. C'est vrai que j'ai des potes cascadeurs. J'habite à Londres. J'ai un ami qui travaille, qui est Jean-Paul Lee, qui est un stunt coordinateur, cascadeur, qui a bossé sur les gros Marvel, qui est sur Batman, sur les Marvel, sur Avengers, sur Aquaman, lui est un passionné et en fait donc j'ai une bande j'ai des amis qui sont à fond en tout cas dans les arts martiaux et dans ces films-là, moi j'ai moins cette culture du cinéma arts martiaux pur. Mais ce que j'aime bien, c'est parfois quand il y a des ponts entre ce cinéma-là et un cinéma plus mainstream, plus populaire. Ouais. Et quand on retrouve parfois des Donnie Yen, parfois dans des productions. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Donnie Yen fait parfois des productions très mainstream. Ça permet d'aller s'intéresser à des films moins connus, grand public, qui sont plus dans la branche fan d'arts martiaux. Et ça permet de découvrir des scènes incroyables et des choses parfois plus osées, audacieuses qu'on voit dans le cinéma mainstream, en tout cas. C'est vrai que des fois, moi j'ai un petit côté un peu régressif où j'aime bien aller regarder des films purs arts martiaux parce que c'est un peu notre cam. C'est pour ça qu'on a un podcast là-dessus. Mais j'aime bien aussi quand il y a un scénario, on vient chercher d'autres styles, notamment avec ce que vous avez pu proposer. Et puis derrière, tu mets un peu d'arts martiaux pour apporter un peu le côté un peu action. Et ça, quand c'est comme ça et que tout roule, c'est encore plus gratifiant de se dire j'ai un scénar. J'ai une tentative, en tout cas une proposition de réalisation, et puis à côté de ça, je vais te mettre des arts martiaux avec des trucs bien troussés et qui tournent bien. Bon, quand tu as tout ça, t'es content, quoi. Donc, c'est pour ça. Et alors, l'autre question, c'est je me disais, est-ce que tu es t'as les mêmes rêves, est-ce que tu as les mêmes délires qu'Orelsan sur tout ce côté un peu Japanimation, manga, ou est-ce que c'est vraiment son truc à lui? Pour le coup, moi, j'ai grandi avec... J'ai pas grandi trop avec la culture manga, les animés. Enfin, bon, évidemment, il y a eu. Je suis la génération du Club Dorothée, il y a eu le Club Dorothée, et j'ai regardé les Chevaliers Zodiac, et en même temps, je regardais Dragon Ball, mais je n'étais pas un fan absolu. Moi, j'ai plus grandi avec les Marvel, les BD Strange, la BD franco-belge, les dessins animés américains. J'étais plus dans. Je regardais beaucoup de dessins animés, mais plutôt américains ou français même. Batman, je suppose, le Batman. Évidemment, Batman était fou, mais non, il y avait Captain Nintendo que j'aimais bien. Il y avait, je connais pas ça. Il y avait Tortue Ninja, évidemment. Tortue Ninja. Ce sont des arts martiaux quelque part. Donc, oui, complètement. Tortue Ninja, évidemment, quand j'avais 6-7 ans, c'était ma vie, quoi. Ouais. Et avec du recul, les Tortues Ninja, pour avoir re-regardé ça, au niveau de l'animation, c'était un peu feignant. Finalement, les premiers épisodes étaient cool. Après, ça tombait, c'était assez moyen. Je ne les ai pas revus, mais j'aime bien la DA. Je trouve que de tous les dessins animés, de toutes les variations des Tortues Ninja qu'il y a eu jusqu'ici, 100%. Celles des années 90 sont les plus belles, comme les X-Men. Moi, d'ailleurs, c'est marrant qu'ils ont ressorti X-Men 97, je crois, 97, ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'adorais les X-Men quand j'étais petit, avec la musique et la guitare électrique. Il y avait les Tortues Ninja, le film d'ailleurs d'origine, est toujours beau. En fait, il y a une direction artistique qui est hyper belle. Il a un côté comme ça, un peu crince-pouille, underground, 35 mm que j'adore.
Et ça Et, marche encore auprès des enfants. Je ne sais pas ah si bon? tu l'as testé de ton Non. côté. Moi, Non. je l'ai montré à mes enfants qui ont 7 et 9 ans. Ouais. Ils ont adoré. Ça a Ouais. marché de fou parce que ils ont trouvé les tortues moches parce que forcément, elles sont pas très belles à voir, mais elles sont tellement bien foutues. Et je trouve que même, c'est un film qui est de 91, si tu as de bêtises, je crois que Ouais, c'est je ça, crois que dans ouais. ces eaux-là. Donc ça a plus de 30 ans le truc. Et Ouais. ça marche super bien au niveau des enfants. C'est un peu vulgaire, on va se le dire par moment, mais franchement, ça passe. Et ils ont adoré le truc. Enfin, puis il y a une ambiance. Moi, j'adore le premier Tortue Ninja. Franchement, je Ah trouve ouais, plutôt moi, sympa. je me rappelle encore quand je l'ai vu au cinéma. Ouais, ça a été, le jour Ah, de t'as sa eu la sortie, chance de le voir au cinéma. ouais, le jour de la sortie, je me rappelle même qu'il y a eu un problème sur la pellicule. On a perdu 10 minutes, ils ont dû remettre la péloche. Enfin bref. Mais je me rappelle encore, ça a été un gros souvenir. Ouais. Ça a été un des meilleurs souvenirs pour moi. Et le 2 aussi inclus. Ouais, Le je sais 2, pas, je vais même te le dire. ouais, le 2 était top. Et c'était ouais, ça. Donc ça, moi, j'ai grandi avec ça, cette culture très américaine. Ouais, Moi, c'est mes enfants mon fils aîné qui m'a plus initié un peu au manga et aux animés. ouais. Et mon fils qui a 11 ans. Et voilà, moi, j'étais pas non plus un fan de. Voilà, j'ai pas grandi trop avec ça. C'est vraiment Aurel, lui, qui est un collectionneur de mangas, qui les a tous lus. Et tous les animés, il les connaît par cœur. Moi, je n'ai pas grandi avec ça. J'ai plutôt une approche. Sur le Japon, ça a été plus sur la mythologie, le folklore, l'art de vivre, Ok. la cuisine, l'architecture, Ouais. toute la mythologie. Moi, c'est plus ça ma came sur le Japon. Donc, c'est plus cette partie-là où j'étais sensible. Et ça a été véritablement en 2020-2021 où je me suis mis complètement en fait dans le On avait Japon. du temps pour ça. Ouais, À ce moment-là, ça a permis de il y a de eu le temps. terminer Ouais. des jeux qu'on n'avait pas terminés, de regarder des films qu'on n'a jamais pris le temps de voir. Ouais, Ça, et puis il y a aussi à côté de là où je vis, il y a un centre culturel qui s'appelle la Maison du Japon, la Japan House à Londres, qui ok. est à 5 minutes de là où je vis. Et j'ai passé pas mal de temps là-bas, j'ai découvert beaucoup d'expos. Donc Et c'est bien, c'est un super truc ou pas à voir? c'est un bel endroit parce que c'est pas très grand, mais disons qu'il y a bon, il y a un restaurant, il y a un espace magasin il y a une bibliothèque, et Ok. il y a surtout des expositions et une salle de cinéma, une salle de projection. Ça permet de découvrir beaucoup de films japonais, connus, moins connus. Il y a des expositions tous les 3 mois. Et à chaque fois, ça permet de découvrir une nouvelle facette du Japon. Ah, super. Et la bibliothèque, et puis même la boutique se renouvelle. Et c'est un endroit assez agréable pour aller se ressourcer, pour travailler, pour Ah, tu peux visiter. carrément aller te poser là-bas avec ton PC pour bosser, ça pose aucun souci, quoi. Enfin, c'est Ouais, gratuit, tu quoi. peux. Oui, il y a il y a pas énormément de place, mais c'est un endroit qui est bien pour ça. Et en fait, via cet endroit-là, j'ai découvert énormément de. Je me suis plongé, j'ai découvert des choses incroyables, soit par des expos, soit par la bibliothèque, par des films, par cet art de vivre. Et c'est vraiment là que je crois que je suis devenu accro à cette culture, quoi. Et ça m'a ouvert Ok. en parallèle mon fils qui regardait tous les Dragon Ball, One Piece, l'Attaque des T'as compris. Titans et les Du coup. Miyazaki. Ouais. Et puis voilà, ça m'a fasciné. Ah ouais, tu m'étonnes. Là, comme ça, un truc la dernière claque que tu as pris en termes cinématographiquement parlant, par rapport au Japon, là, je pense à ça, parce que tu en parles, mais Bah, j'ai découvert, oui, il y a le film de Kurosawa que j'ai vu sur le tard, Vivre, de Kurosawa, que j'ai vu très tardivement, que j'ai vu il y a 2 ans, qui a été une claque. On a la chance d'avoir des cinémas de quartier à Londres qui passent des vieux films. Et ouais. bon, il y a un peu comme la Cinémathèque à Paris. Ouais, mais Mais, tu vois, tu as cette chance-là. Moi, je suis en province, moi, je suis du côté de La Rochelle, et ouais. on a quelques ciné indépendants, mais ça, culturellement, c'est d'une tristesse, et on aimerait tellement ouvrir les enfants à ça. Donc, on a eu la chance de faire Londres il y a quelques années avec les enfants, et ils ont adoré, ils n'arrêtent pas de nous demander d'y retourner, parce Ouais. que c'est vrai que c'est chouette, et puis on a effleuré, en fait, le sujet avec eux. Quand tu me parles de cet endroit-là qui est consacré à la Maison du Japon, à Londres, c'est hyper tentant de te dire que la prochaine fois qu'on y va, on le prévoit, parce que je pense que c'est un truc à faire, quoi. Ah ouais, ça c'est clairement un truc à faire. Mais voilà, il y a eu ça, bon, une claque qui est dure à surpasser. Bon, j'ai revu Akira c'était quoi, il y a 3 ou 4 ans, je crois, ou 4 ans peut-être, Incroyable. quand il était ressorti en salle. Et je l'avais vu très jeune, je n'avais pas bien compris. Et là, je me suis pris au cinéma. 4K, du coup, forcément, tu l'as vu Voilà, dans sa voilà. réédition 4K. Moi, c'est pareil, je l'ai Ouais. revu dans ça. Ouais, Et ça a impressionnant. été un des meilleurs films de tous les temps. Enfin, là, je peux le dire, depuis que je l'ai revu, ça a été une claque monumentale et qui a C'est été des dur à années surpasser. 80. Tu te dis qu'au niveau animation, dingue. Et Ouais. puis le propos,
c'est juste Tout fou. la- Moi, juste fou. l'écriture des personnages, l'ambiance musicale, l'ambiance sonore, l'espèce de bizarrerie. Moi, Ouais. c'est complètement ma came. Et enfin, voilà, j'ai Akira. Voilà, il y a Akira. Bon, après, j'ai découvert des Kurosawa, comme le Château de l'Araignée, qui m'a inspiré aussi pour certaines choses, pour Yoroi. Euh, Ok. et puis, avec Aurel, on a regardé quelques films bizarres, obscurs, japonais. Bon, il y a eu Baby Cart, qui a été une claque que je n'avais jamais vu, Lone Wolf and Cub. T'en qui as a- vu un pour J'ai vu, l'instant? j'ai vu que le premier, ouais. Ah, parce qu'il y en a 5 autres Ouais, derrière, hein. la 5 autres, ouais. Mais J'ai le après, coffret, j'ai le coffret à la maison qui dort, qui attend toujours, parce que moi, je le dis dans le podcast, mais je te le redis avec toi, j'ai encore un pan de la culture japonaise assez énorme. J'ai des grosses lacunes encore sur le cinéma japonais que j'essaie de rattraper au fur et à mesure. Donc là, je commence par le biais des arts martiaux. J'ai commencé notamment avec le cinéma de Sonny Chiba, entre autres, oui. avec tous les acteurs qui skillent autour. On a un certain en plus qui doit te parler d'acteur qui est Hiroyuki Sanada, Ouais, qu'on a vu dans des films comme Bullet Train, en Mortal Kombat, pour les trucs mainstream. Sam Kukai aussi. Ou Sam Kukai, mais Ouais. qui a une sacrée filmographie avant, en fait, et qui a fait des films complètement fous. Je t'en recommande un d'ailleurs qui est un mix entre les arts martiaux et justement le côté Sentai, oui. qui est Roaring Fire, le Ok. mot est en train de m'échapper, qui est sorti chez Je vois. Roboto, petit éditeur indépendant qui tourne sur le territoire français. Et c'est à l'occasion, c'est un film complètement fou visuellement, et dedans où tu retrouves que de ces acteurs-là des années 80, là c'est années 80 je crois le film. D'accord. Incroyable, visuellement, c'est des folies, enfin vraiment fou. Je Donc, note. donc ouais, mais il y a des choses à découvrir encore toujours, hein. On se dit on n'a pas assez d'une vie pour tout voir. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, parce que moi, j'ai pas eu le temps parce on a regardé Baby Cart, on a regardé quelques films avec Aurel, Jigoku, Kenshin, le Vagabond, on a regardé quelques trucs. Mais après, La trilogie là qui est sortie, qui est ouais. super, hein. Ouais, qui est super. Ouais. Après, je suis un peu moins sensible à la photographie des Kenshin. Je suis C'est d'accord avec plus toi. les scènes d'action qui sont hyper inventives et créatives et qui sont folles. On a eu la chance de travailler en plus avec Koji, qui a chorégraphié une séquence de baston sur Yoroi, la Ok. séquence de l'entraînement de la rizière, qui a été superviseur sur les Kenshin, mais qui a été aussi superviseur sur John Wick. Il a fait la scène à Osaka, Oui. et ou plus récemment sur la série One Piece aussi. Ah ok, d'accord. Ah oui, on passe d'un truc à... Ouais, c'est Ouais. un mec est assez éclectique dans sa façon de travailler, quoi. Ouais. Écoute, on glisse gentiment vers Yoroi, on va y aller. L'idée, donc c'est sorti là tout récemment. Ouais. Budget, si je dis pas de bêtises, je crois que j'entends 14, 15 millions, c'est ça le budget? Ouais, je pense que la vérité, c'est plus proche des 11,5, de 12 millions que 14. Mais, ok, toi c'est bien d'avoir aussi les bonnes pense. infos. Ouais. Et comment ça s'est passé, la gestation du projet? Comment t'en es arrivé justement à tourner ce film? Parce que je te cache pas, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on en entend parler, puisque on échange pas mal aussi avec Manu Lanzi et Anthony Faux, qui sont tes chorégraphes. Ouais. Ils disent on est en train de faire un projet là en ce moment, un film avec Orelsan. Alors moi, pour être très honnête avec toi, je connaissais Orelsan par le biais de Bloqué, la série qu'il avait faite, mais en tant qu'acteur au cinéma, c'était une totale découverte. Mais attends, Orelsan, il fait du cinéma? Parce que ma rencontre avec Orelsan, pour te donner une idée, moi j'écoute ce qu'il fait, mais je l'ai vraiment découvert lors d'un festival. Okay. C'était le festival du bout du monde, et c'était à l'époque où il était en tournée avec Gringe sur les casseurs flotteurs. Donc moi je l'ai vu une fois en concert en mode casseur flotteur. Okay. C'était un super show, on a adoré. Pour info, le festival du bout du monde, c'est le festival qui est à Crozon, sur la pointe bretonne. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Et c'est ma seule découverte. C'était à l'époque où il n'est pas encore énormément percé comme il a percé aujourd'hui, parce que là il a explosé après avec l'album qui est sorti juste après. Et donc là, je le découvre, on me dit, il y a Orelsan qui joue dans un film d'action au Japon, avec des arts martiaux, avec des fantômes et compagnie. Je dis, waouh, c'est quoi ce projet, quoi? Ouais. Donc voilà, raconte-moi un peu, dis-moi un peu comment vous avez pondu ça, comment c'est arrivé, en fait, quoi. Non, on avait déjà l'idée en 2012-2013, on avait déjà réfléchi à l'époque de faire un film. On avait commencé à écrire un film sur Aurel coincé dans une armure. Ah oui, d'accord. Ouais, ça n'a pas donné grand-chose. On n'avait pas encore trouvé l'essence même du film. Donc, on avait un peu mis de côté ce truc-là. Et puis c'est en 2021, en fait, enfin, pendant le confinement, en 2020, j'ai découvert Totoro, mon voisin Totoro de Miyazaki, que je n'avais jamais vu. Je l'ai vu un matin avec mon fils.
Et ça a été un choc, Ouais. quoi. Pour moi, ça a été une claque. Je me dis, meilleur film du monde, meilleure vie. Et un peu, c'est resté dans ma tête. C'est vraiment rentré dans Il, mon crâne, quoi. il te fait cogiter ce film, hein, parce Il fait que cogiter. Ouais. en fait, tu te demandes en fait tout le long du film, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un fantasme des enfants? Ouais. La mère, en fait, qui est tout en arrière-plan du récit, est-ce qu'elle est encore là? On ne te dit pas Ouais. clairement si elle s'en sort ou pas. Toi, c'est pas complètement dit. Donc, toi, il y a beaucoup de choses qui sont laissées un peu en suspens. Et c'est un film qui continue à te faire tourner la tête quand tu l'as vu une première fois et tu te dis. Puis la Ah oui, claque. puis même à chaque fois que tu le redécouvres, même quand tu le vois au cinéma, moi j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en salle, qui sort régulièrement ici. Tu découvres, tu vois des nouvelles choses en tout cas à l'écran, Ok. tu n'as pas vu. D'ailleurs, notamment, il y a le spectacle là, qui se joue à Londres aussi, en comédie musicale, Totoro, qui est incroyable. Ils en ont fait une comédie musicale? Ouais, Et c'est bien? Ah ouais? c'est incroyable, j'ai déjà vu 3 fois. Ah ouais? Quand je Ok. vais retourner une 4e fois, c'est vraiment, il faut y aller avec ses enfants. C'est adapté pour les enfants, du coup? Ok. Ouais, complètement. Et puis, il y a des séances en l'après-midi, le soir, le matin, et C'est c'est prévu en incroyable. France ou pas? Parce que j'ai pas regardé si on l'aura un jour Je en ne France. sais pas, parce que C'est pour pas. l'instant, c'est en anglais en plus. Ouais. Donc, je ne sais, l'équipe, je ne pense pas qu'elle puisse la jouer en France. Je sais qu'ils adaptent des comédies musicales maintenant en langue française, mais celle-ci, pour le coup, j'ai pas entendu dire si ça allait être. En tout cas, si tu viens à Londres avec tes enfants, je te recommande vraiment de. Ah ben, je me le note dans un coin, j'espère que ça tournera toujours. Et Ouais, ouais. c'est un projet purement anglais ou est-ce qu'il y a de la prod japonaise derrière qui. Mais il y a Joe Hisaishi à la supervision musicale. Tout le cast est principalement japonais, et anglais. Ah ouais, Il incroyable. y a des chanteuses, il y a un orchestre, un petit orchestre groupe qui joue en direct la musique avec une chanteuse japonaise. Incroyable. Ah Euh, ouais. et le casting est japonais, mais ce sont tous des anglophones et ça se joue en anglais. Et non, c'est magique, ça se m'as- complète bien avec le film, c'est très Ok. inspirant. Ça apporte quelque chose de nouveau ou est-ce que vraiment une adaptation pour la comédie musicale de l'histoire qu'on connaît? Bah oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que tout est fait en animatronique, en réel. Il y a Incroyable. c'est vraiment en 3D, quoi. C'est-à-dire que, en plus, c'est la Jim Henson Creature Shop, donc c'est eux qui ont Ouais, fait bah oui. Les tous Muppets et les compagnie, Muppets, quoi. voilà, Ouais, 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 carrément. derrière. Donc c'est une autre approche, ouais, du film, quoi. Et après, c'est dans une scène, c'est pas, enfin voilà, il faut le voir en tout cas. Ok, non, mais c'est noté. Je me le note aussi dans un coin si un jour j'ai la chance d'y retourner. C'est assez fun, c'est magique, c'est assez sublime, c'est émouvant. Ouais, le film est touchant, hein, dans tous les cas. Donc je pense que s'ils ont réussi à retranscrire l'émotion avec ce spectacle, si tu as été le voir 4 fois, c'est que je pense que Ouais. c'est bon. Ça Non, donne il faut peut-être y aller. Et donc voilà, Ok. et puis donc moi c'est tout ce côté-là dans le film, la dimension, la campagne japonaise, c'est ce bien vivre et les yokai, parce que quelque part Totoro et compagnie, ce sont des yokai, C'est le des yokai. gentils yokai. Ouais. Donc voilà, il y a l'idée de l'armure et Totoro, ça s'est mélangé et c'est parti de là, quoi. C'est parti Tu de te dis là. d'ailleurs que tu as pompé honteusement le début de Totoro pour ton film, ce que j'ai entendu en interview. Ouais, Justement. complètement. Ouais. Complètement, j'ai complètement pompé, c'est vraiment un choix. C'est pas, non, pas honteusement, mais disons que Non, mais c'est façon de parler. si Miyazaki me chope et qu'il est en colère, je comprendrais. Mais Ça se voit voilà, pas. Honnêtement, c'est pas la ref qui m'a sauté aux yeux. Pourtant, le film est assez frais dans ma tête. Il y aura d'autres refs qu'on va discuter sur le plan horrifique, où là, je me dis, ah, ils ont eu un certain film. Et puis, mais voilà. En tout cas, ok. ouais, voilà, donc c'est parti de là. Et puis j'ai appelé Aurel, j'ai proposé ce pitch et, il y a 4 ans et c'est parti de là, quoi. Le film, tout est parti de là. Ok. Et vous l'avez écrit à deux, du coup, ce film-là. Ouais, on l'a écrit à deux. J'avais commencé un premier traitement, j'avais 20 pages, quoi, de déroulé. Et ensuite, très vite, on a attaqué un séquencier, un script avec Aurel à tous les deux. Ok. Et puis après, entre le moment où c'est écrit, le moment où il faut trouver les producteurs, arriver à la réalisation, il se passe combien de temps? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir les fonds? Est-ce que tout ce process de pré-production, est-ce que tu peux en parler un petit peu ou pas Ouais, je crois entre le moment où on a sorti un script dont on était content et le financement, je ne sais pas, ça s'est passé sur 6 mois, je pense, à peu près. Une Ok. période de 6 mois. Il y a eu des premières rencontres avec des financiers. Je crois qu'il y a eu entre 6 et 8 mois de financement, ouais, entre Ok. l'écriture d'un scénario qui nous convenait, qui a mis du temps à être écrit quand même, mais une version qu'on jugeait avec les producteurs bonne à présenter aux financiers. Et après, c'est passé 6 ou 8 mois, je crois. Ouais. Ok.
Ouais, c'est une coprod en plus. Alors, j'ai pas tous les noms des producteurs, mais ce que j'ai retenu qui m'a marqué, c'est une coprod Prime Video aussi, parce qu'a priori, Ouais. il y a le making-of qui va sortir derrière dans la foulée. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que le film sera passé au cinéma, donc il y aura forcément, je pense, une exploitation de DVD Blu-ray, parce que je crois qu'il y a déjà une date de prévue, je crois qu'il est prévu pour mars l'année prochaine, j'ai cru voir. Je sais pas, je vois, il y a la VOD. J'ai pas du tout, je suis pas du tout en fait au courant de la chaîne. Ok. A priori, est-ce que c'est. Donc, tu sais pas si derrière, moi, ma logique me dit qu'il aura une deuxième vie sur Prime Video, quoi, en fait. Il aura une vie sur Prime, il aura une vie. Je crois que la VOD sera. Je sais pas si c'est avant ou après. Okay. Avant, je pense, dans la logique, VOD payante. SVOD, c'est souvent quand c'est gratuit, il faut passer. Je crois que maintenant, ça a été réduit, les droits. Je crois qu'on est passé à moins de 2 ans. Je crois que c'est 18 mois avant de. Je crois que 18 mois, ça sera pour France 2. Ok. France 2, 18 mois, mais avant, il y aura la VOD. Et puis, je sais pas. J'ai pas du tout. Ouais. Ça, c'est les choses. Une fois que tu as réalisé le film, je pense qu'il y a d'autres personnes qui gèrent après tout ce truc-là, la deuxième vie du film. C'est ça. Donc, ok. Et après, alors du coup, sur la partie réalisation, casting, tout ça, je sais, bon, Orelsan, premier rôle, ça se discutait pas. Mais sur moi, là, on n'arrête pas de le dire, mais bon, on était surpris déjà de voir que Orelsan savait se battre. Mais on a appris après derrière qu'il s'entraînait quand même depuis quelques années. Par contre, l'énorme claque, c'est sa binôme, quoi. Clara Choi, c'est une vraie découverte, quoi. C'est impressionnant, déjà charisme à l'écran, et puis martialement, elle lui vole presque la vedette, hein. Martialement à l'écran. Ouais. Non, elle était très forte, Clara, parce qu'au départ, d'abord, on l'a auditionnée pour ses capacités d'actrice. On savait, quoi qu'il arrive, que la comédienne retenue devra s'entraîner à fond pour le film, qu'elle ait des bases ou non en arts martiaux. Ouais. Et Clara, donc, elle est arrivée, elle avait jamais, je crois qu'elle, oui, comme elle le dit beaucoup, elle a fait que 2 mois de judo dans sa vie, quand elle était petite. Mais elle est arrivée, elle n'avait jamais vraiment pratiqué. En gros, on va dire qu'elle n'avait pas de base en arts martiaux. Et justement, on a eu des étapes de casting, et puis à un moment, je sentais que c'était elle, pour le personnage de Nanako, je sentais que c'était la bonne. Mais on devait quand même faire un test. On a fait des essais pour tester ses aptitudes physiques. Donc j'ai fait venir Anthony, Anthony Faux est venu avec un acolyte à lui, avec Alex Levent. Ah oui, d'accord, ok. Qui est accessoirement youtubeur aussi, Alex Levent, qui a une grosse chaîne YouTube. Ouais. Okay. Et qui apparaissait dans le clip de l'odeur de l'essence d'Orelsan, qui est là toujours aux entraînements, qui est un fidèle acolyte d'Anto, et toute la bande, avec Michel aussi, Michel Nguyen, que je salue. Oui. Parce que Michel est toujours là et toujours au rendez-vous, toujours bonne humeur et toujours là pour les entraînements. Donc, ils sont dans les cascadeurs, les deux classiques. Michel, il est dans les cascadeurs, ouais. Mais pas Alex, non, du coup. Il y est pas. Alex, il est aussi dans le film. Il y est aussi. Parce que je ne te cache pas que dans le générique de fin, on a essayé de choper les noms des cascadeurs. Alors, j'ai vu Hugo Barrier, avec qui j'échange un petit peu aussi via Instagram. Un projet d'émission ensemble aussi. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu Anthony Faux vite fait, puis le générique est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de noter tous les noms, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes impliquées dans les cascades, quoi. Alex et Michel, ils sont dans les miliciens, de Walsama, mais ils ont été très présents aux entraînements surtout. Ouais, ça et donc, on a fait une heure vite fait, une petite formation. Pendant 1 heure, ils ont montré quelques moves à Clara. Ils ont testé quelques petits combats. Après, je les ai filmés. Et en 1 heure déjà, très vite, Clara, qui s'était jamais battue de sa vie, c'est comme si c'était comme dans Trinity, dans Matrix, apprends-moi à piloter un hélicoptère. L'éveil, tu sais, l'éveil au club, quoi. Ça, c'est elle est branchée, apprends-moi à me battre. Et en 1 heure déjà, elle sortait des trucs pas mal, quoi. Ah oui. Et ensuite, voilà, donc on a fait un choix. Bon, on a surtout choisi Clara parce que c'est pour ses talents de comédienne. Mais comme elle avait ce truc naturel, on a été assez vite convaincus. Puis après, on l'a envoyée aux entraînements. Et Anthony, il m'envoyait des vidéos et elle faisait déjà des trucs dingues, quoi. En fait, c'est surtout de l'implication que Clara a eu. Après, elle allait s'entraîner avec Anto et Michel. Après, elle allait s'inscrire à un cours de MMA. Puis elle faisait de la musculation. La nouvelle passion qu'a née en elle, quoi. Une nouvelle passion elle avait ce truc naturel, tout d'un coup. C'est comme une fois, j'ai un pote à moi, on se connaît depuis 30 ans. Pour la première fois, on allait surfer. Moi, je surfe depuis que j'ai 12-14 ans, mais bon, très mal. Mais l'année dernière, un pote à moi qui n'a jamais surfé de sa vie, il était aussi à l'aise à l'eau que moi, j'étais presque jaloux. Enfin, il y a des gens comme ça.
ils ont un naturel. Ouais, c'est inné. C'est limite inscrit dans leur Voilà. patrimoine génétique, en fait, quoi. C'est ça, il y a des gens qui ont ce truc-là. Donc, Ouais. pour Aurel, il a fallu de l'entraînement et pour Clara, ça s'est fait plus vite, quoi. C'est aussi parce que comme certains comédiens qui s'immergent complètement dans un rôle, ils n'ont jamais fait ça et ils se donnent à fond. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui perdent du poids. Donc, voilà, il y a des comédiens comme, je sais pas, Christian Bale, par exemple, Ouais, qui impressionnant. est très physique parce qu'il peut il peut dépasser 130 kilos pour jouer Dick Cheney. Ou en fait Et 60 pour The Machinist, quoi. voilà, exactement. Et puis apprendre les arts martiaux pour Batman. Ouais. Et donc, c'est ça Aurel, il a ce truc-là, la détermination. Et Clara, elle a ce truc vraiment de comédienne impliquée à fond, quoi. Non, c'est assez fou, hein, parce que j'ai eu la chance de voir les quelques prévises, justement, grâce à Anthony Faux. D'ailleurs, je le remercie Ouais. ici, s'il nous écoute. Ouais. Et c'est vrai que je voyais les entraînements, j'ai dit, mais ah ouais, quand même, ça fait que même pas un an qu'elle fait ça. Impressionnant, quoi. Ouais. C'est assez fou de voir comment elle a intégré le truc rapidement. Donc, enfin, en tout cas, bravo à elle, hein, si un jour elle écoute l'émission. Et avec un faux ventre, en plus. Et avec un faux ventre, ouais. Qui facilite pas la chose, en plus. Ouais, et il pesait un peu ce faux ventre ou pas? C'était un peu lourd ou pas? Je pense qu'il n'était pas léger, je sais pas. Je crois qu'après, c'est devenu assez naturel. Alors, de toute façon, il pesait moins qu'un vrai ventre. Oui, je me doute bien. Mais Ouais. je pense que ça peut être assez handicapant. Je pense que quand tu n'as jamais fait ça et que tu démarres, tu as un premier rôle, tu dois te battre comme une super fighteuse, en plus enceinte. On lui a pas facilité le boulot, donc ouais, respect aussi pour ça, quoi. C'est clair. Et en parlant d'entraînement, ça me fait penser à un petit truc quand j'ai revu le reportage sur justement un peu la vie d'Orelsan. Alors, c'est le storytelling qui est fait comme ça, mais tu vas peut-être me le confirmer ou pas. A priori, c'est toi qui est un petit peu à l'origine du fait que Orelsan doit un peu se bouger en termes d'hygiène de vie, physique et compagnie. En tout cas, c'est expliqué un peu comme ça lors du tournage de Raël-san. Tu lui dis que tu perdes du poids, que tu fasses du sport, etc. Et c'est un peu là où tu es un peu, entre guillemets, t'es un peu le mec qui lui a mis le pied à l'étrier pour avoir une hygiène de vie, puis surtout faire du sport, quoi. Bah oui, alors après, c'est surtout le régime. Ouais. Moi, j'ai été vachement. Je l'ai influencé pour qu'il fasse un régime et le sport qui va avec. Après, c'est surtout ce qu'on mange. Hein. Ouais. Parce qu'il faut pour qu'il mincisse, en fait, c'est que je voulais qu'il ait un côté caméléon. Donc, pour les clips, l'idée, c'est qu'il puisse faire plusieurs choses. Il y avait le premier clip qui revienne. Parce que en fait, quand je l'ai connu avec son look de base, avec les kilos qu'il avait, ça le fermait dans un personnage. Alors que le fait de mincir, ça lui permet d'être plus caméléon, de pouvoir faire plus de choses. Et en fait, il a pris goût à ça. Il avait quand même une base en dessous de ses kilos en trop. Il avait une base physique quand même. Il était assez mince, quoi. Il était assez, comment dire, il avait quand même une base solide. Oui, complètement. Mais ça lui a permis de revenir à ça. Il était quand même sportif quand il était plus jeune. Il faisait beaucoup de roller ou il faisait beaucoup de basket. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc il avait toujours une base sportive. Je pense qu'à un moment, il s'est peut-être, voilà, il était moins dessus. Et puis en fait, moi, j'ai été à l'origine de son régime. Après, pour tout ce qui est arts martiaux, c'est vraiment lui, c'est de lui que ça vient, c'est au fond de lui. Okay. C'est sa passion pour les animés, c'est sa passion pour les Chevaliers Zodiac, c'est sa passion qu'il a toujours eue pour ce cinéma-là. Oui. Et je pense qu'une fois qu'il est redevenu svelte, mince et fit, il y a pris goût et ça l'a motivé pour après se dire ok, je peux vraiment en plus de ça me mettre aux arts martiaux, je pense. Ouais, parce qu'il est quand même assez bluffant dans le film. Bon, il est doublé sur les chutes, mais je pense qu'il fait une bonne partie de ses combats, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Après, il y a des trucs un peu dangereux, ça implique des assurances et compagnie, on sait comment ça fonctionne. Là, tu es obligé d'avoir des cascadeurs parce que, encore une fois, quand tu regardes le générique, tu vois qu'il a 3 ou 4 cascades attitrées pour lui. Ouais. Mais il mange un peu quand même dans le film, on va se dire les choses. Hein. Bah, on va dire, et puis c'est pas comme s'il ne voulait pas le faire. Il y a des choses qu'il voulait faire, mais c'est plutôt nous qui l'avons freiné, notamment pour les histoires d'assurance. Enfin, même Manu Lanzi, parfois, il disait ouais, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer ce que c'est. Parce que moi, j'ai des amis stunt aussi qui se blessent régulièrement sur des films. Mais des blessures cons, je suis sûr. Des trucs à la con où tu fais une chute qui ressemble à rien, en fait, et qui visuellement n'est pas. Et finalement, tu vas te baisser l'épaule parce qu'en tombant, bah, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, enfin, c'est compliqué. Et bon, il y a certaines choses, on ne prenait pas le risque de traverser une vitre, des choses comme ça. En plus, c'est du vrai verre qui explose dans le film, c'est pas du sucre. Donc, la fameuse vitre où il passe à travers la maison au Japon, là, c'est la maison. Alors, la maison, je ne sais pas. Okay. Je ne crois pas que les vitres de la maison, ça soit du vrai verre. Par contre, la scène finale, il y a une autre explosion sans spoiler. Ils sont deux à traverser une vitre.
Oui. Ça, c'est du vrai verre qui a été déclenché avec un explosif pour qu'il se casse au bon moment. C'est pas... Donc, en fait, on avait du vrai verre costaud, sécurite, avec des détonateurs. Et en fait, il fallait être parfaitement synchro entre la collision et le détonateur. Tu voulais vraiment l'effet réaliste du verre quand il se casse? En fait, le problème des choses qui sont en résine ou en sucre, déjà, c'est très fragile. Il suffit que tu t'attrapes la feuille, elle se casse tout de suite, en fait. Donc, à manipuler, tu ne peux pas installer... Ça, c'est le premier truc. Ça se casse. Même sur du vrai verre, parfois, le vrai verre est très fragile et se casse très vite. Un verre un peu souple, un peu doux, je veux dire. Un peu léger, pour avoir beaucoup tourné avec du verre. Et nous, on avait des grosses plaques de sécurité, du coup, comme les abribus. Et ça, tu ne peux pas traverser. Le corps ne permet pas de casser. Par contre, en rendu à l'image, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus violent. Mais comme c'est un peu comme si c'est pas comme du plexi, mais voilà, c'est quand même costaud le sécurité. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas traverser le sécurité simplement. Non. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a mis des détonateurs, mais il faut savoir que les cascadeurs sont pas sortis de cette séquence sans égratignure. Ils avaient quand même des partout. Tu comptes sur des bouts de verre. Ils avaient des protections quand même, mais il y a des parties qui ne sont pas protégées, qui sont atteintes. Donc, une cascade comme ça, le risque de se couper est quand même fort. On a eu notamment sur une prise, le détonateur n'est pas parti. Donc les cascadeurs se sont pris la paroi. Le verre et la feuille est tombée, elle s'est cassée d'elle-même, après en tombant. Ouais. Mais le stud a foiré. Donc c'est des choses qui sont compliquées. Il y a une autre séquence où il y a un canon à propulsion avec du slime dedans qu'on a propulsé sur Aurel. La charge était tellement forte qu'Aurel a failli perdre un œil. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention faut faire attention et que. Alors que ça paraît anodin, le canon à slime, on ne pense pas que. Il a été un peu fort sur la charge, l'artificier, et donc ça a été très violent, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas autorisé Aurel de faire parce que les cascades étaient trop complexes, quoi. Et globalement, c'est un tournage qui s'est bien passé, parce que tu parles des petites galères justement avec le slime. Est-ce que vous avez eu des trucs un peu compliqués à gérer, des gestions de temps, des gestions de temps? Tous les jours sont compliqués. Ah ouais. Il n'y a pas eu de jour pas compliqué sur ce film. Ouais, il y a peut-être eu des parties où c'est plus de la comédie, où on arrivait à rentrer les journées, mais sur les scènes de baston, on n'a jamais assez de temps. Combien de temps de tournage, si c'est 10 semaines au total. 10 semaines, ok. Ouais, c'est à la fois, ça te laisse un peu de temps, mais c'est court quand même. 10 semaines. 10 semaines, plus il y a eu 6 jours de retake aussi au mois de janvier. Enfin, 6 mois après le tournage, on a re-shooté sur 2 semaines, on a shooté un total de 6 jours. Ok, sur des scènes en particulier? Sur un peu de tout, ouais. Sur un peu peu de pick-up, c'est un peu des petites choses dans tous les sens. Ouais, pour étoffer une scène, c'est ça, pour étoffer des scènes? Parfois c'est une scène complète qu'on a réécrit au montage. Ok. C'est des plans qui nous manquaient, des choses trop compliquées à exécuter. Parfois c'est des gros plans aussi, tout simple, qu'on n'a pas forcément besoin, qu'on n'a pas eu le temps de faire au tournage, parce que quand on a un décor entier qui va être détruit, il faut profiter du décor. Mais quand il faut tourner des inserts, des gros plans, ça, on peut les tourner plus tard. Tu as réussi à avoir tout le monde sur les reshoots, ou est-ce que tu as fait appel aussi un peu de doublure pour certains plans? Je suppose on appelle ça les doublures lumière, qui vous des doublures juste de corps, si on prend de dos. Non, on avait des doublures, mais je me rappelais pas trop. J'ai pas trop de souvenirs de. Je crois qu'on avait réussi à peu près à avoir tout le monde. Mais avec les agendas, des fois, c'est pas évident quand les gens repartent sur des projets, les reshoots, ils changent de coupe de cheveux, tu sais. On en connaît plein des anecdotes des mecs qui ont été obligés de mettre une perruque parce qu'ils sont partis faire un tournage, ils se sont coupés les cheveux, puis du coup, tu dis attends, mais c'est une perruque qu'il a, il y a un problème avec le plan. Non, il y a eu des trucs comme ça, mais on a eu tellement. Enfin, c'est compliqué, de toute façon, tout est compliqué. Hein. C'est beaucoup de paramètres, beaucoup de choses en même temps à gérer dans tous les sens, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Et ça a été très difficile, évidemment. Et sur la partie des gestions des équipes, j'ai vu qu'il y avait une partie du tournage qui s'est fait en France et une au Japon. Et j'ai vu qu'il y avait notamment, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ce que j'en ai compris, qu'il y avait une équipe de cascadeurs pour la France, donc la partie Manu Lanzi, Anthony Fault, que pour le Japon, c'était une team plutôt japonaise qui était là. Ou alors que c'est que pour la team cascade. Et voilà, éclaircis-moi là-dessus, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est
commencer de travailler à la fois d'un côté avec les Français et puis après tu travailles à la mode japonaise. Est-ce qu'il y a des différences? Voilà. Je t'ai posé plein de questions, je te laisse faire ton. Oui, alors, de ça. concernant les stunts, donc Anthony est venu au Japon, et il entraînait Aurel et Clara, et ça permettait de continuer à créer aussi les bastons, parce qu'on a commencé le tournage au Japon. Ah, On avait ça commence aussi, au Japon. Ok. on avait aussi donc, Koji Kawamoto qui a supervisé la scène de baston d'entraînement dans la rizière, entre Aurel et Nanako. Et Anto Qui est était d'ailleurs là très aussi. chouette, hein, cette scène, hein, Ouais. avec la profondeur de champ que tu as sur ce plan qui est juste. Et puis elle est hyper dynamique, hein. Je rebondis juste là-dessus, hein. On mettra un petit extrait, je pense, en même temps qu'on parle pour que les gens voient Ouais. la scène, parce qu'on la voit dans la bande-annonce, cette scène. Ouais, on l'a sortie aussi sur les réseaux, elle est visible sur YouTube, sur Instagram. Exactement. En Non, mais très chouette, intégralité. franchement, elle rend super bien. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont bossé les deux là, hein. Ouais, ils ont bossé, ouais. Et ils n'ont pas été doublés sur cette scène du tout. Ça donc, se voit. Ouais, ça se voit et, parce qu'on les voit en pleine lumière tout le temps. Donc Ouais. c'est souvent entre guillemets un élément qui te dit que bon bah c'est pas un cascadeur et ils sont bluffants tous les deux. Enfin, encore une fois, Ouais, c'est bravo. cool. Et après en France, on a fait toutes les scènes de baston dans la maison ont été tournées en studio à Paris. Ah, ça m'intéresse. Donc du coup, la maison japonaise qu'on voit, c'est en studio. Bon, ça je m'en doutais un peu. Mais Les intérieurs, ouais. Ok, d'accord. Les intérieurs, c'est directement tout en France. C'est ça, parce que ça, faut savoir que dans les maisons japonaises, bon, par exemple la maison extérieure qu'on a tournée au Japon, l'intérieur de la maison est assez petit finalement. En fait, c'est pas forcément petit pour y La vivre. magie du cinéma. Ouais, c'est pas forcément petit pour y vivre, mais c'est petit pour mettre 70 personnes dedans. Parce que sur Ok. un plateau, on est nombreux, il y a beaucoup de monde. Mais il y a ça déjà. Et parfois même, il y a des maisons aussi qu'on a visitées, elles n'avaient pas forcément la surface nécessaire pour travailler. Et le truc, c'est qu'on ne pouvait pas tout casser, quoi. Et là, on pouvait casser ce qu'on voulait, on pouvait éclairer comme on voulait. On ne dépendait pas de la météo. On n'y voit que du feu. Parce que même si tu tournes au Japon, faut installer un village autour et avec des tentes pour couvrir tout le monde. Là, on avait le confort de pouvoir tourner en studio, d'éclairer comme on veut, de casser comme on voulait. Parce qu'on était à l'image dans le film, ils sont tous les deux en huis clos avec un yokai à chaque fois, ou deux ou trois. Ouais. Je crois qu'il y a une scène où il y avait tous les yokai sortis d'un coup, mais il faut savoir que derrière, on est 70 sur le plateau. Il y a du monde en présence dans la pièce. Donc, ouais, mais c'est énorme parce qu'en fait, la géographie de la maison marche super bien. Parce qu'en fait, quand je dis on n'y voit que du feu, on voit la maison de l'extérieur. Et en fait, quand tu rentres dans la maison, c'est la partie studio, c'est là où on se dit c'est crédible parce que ça fonctionne, la géographie fonctionne et on se fait avoir. Hein. Enfin, clairement, pour ça, j'ai tout à l'heure la magie du cinéma. Donc pour ça, c'est top, quoi, franchement. Ça, c'est la rigueur, ouais, la discipline. Après, voilà, les Japonais, ça a été super de bosser avec eux parce qu'ils sont très, très pros. Ils dorment pas. Ils sont plus nombreux sur un plateau que sur un plateau français. Ils sont le double ou le triple parfois en équipe. Ok. Ils sont même en petite équipe, ils sont énormes. Ils sont très nombreux. Mais ils sont d'une gentillesse, d'une bienveillance. Ça a été vraiment top. On a même fait une cérémonie avant le tournage. On a fait une cérémonie avec un prêtre où ils chassent les démons. Donc ils font souvent ça avant les tournages, une cérémonie pour que le tournage se passe bien, quoi. Ok. Et moi, ça a été vraiment une rencontre incroyable de pouvoir tourner avec les Japonais. Ils étaient vraiment tellement impliqués, gentils, pros. Mais c'est une chance, hein, parce que tu te dis qu'aujourd'hui, c'est pas forcément toutes les prods, surtout pour une prod française, encore une fois, on le redit, hein, d'avoir cette chance-là de pouvoir exporter le tournage. C'était combien? 2 semaines vous avez fait là-bas, sur place, sur les Ouais, 10? on est resté 5 semaines, mais le tournage a duré 2 semaines. Ouais. 2 semaines, ouais. Tu te dis quand même, c'est une chance de pouvoir se dire, on tourne avec les Japonais, alors que vous aurez pu très bien tout faire en France et prendre des acteurs asiatiques qui font vaguement japonais et puis dire, bon, ça fait le taf, quoi, tu vois. Mais c'est super, ça, pour le coup, ça. Non, mais ça, on n'aurait pas. Sur les décors, on n'aurait pas pu les inventer, les extérieurs, ça déjà. C'était important que Osaka, on ne peut pas l'inventer. On sent que tu filmes bien le Japon et on voit que c'est le Japon. Parce que on sent que c'est important de le montrer. Et les comédiens, non, je pense qu'au final, on aurait fait venir des comédiens du Japon ou de Londres. Parce qu'il y a pas il y a très peu de comédiens japonais en France. Mais de toute façon, il était important aussi que même pour le rôle de Clara, de Nanako, ce soit une comédienne japonaise. Enfin, Clara est moitié japonaise, elle est japonaise par sa mère. Et même si elle a le nom de son père, qui est un nom chinois, mais elle est sino-japonaise. Mais
Ok. Et Clara, elle passait toutes ses vacances à Osaka, dans la région. Elle parle japonais. Hyper crédible en plus. Ok. Oui, et puis elle a tourné, ses grands-parents qui ont une maison de campagne en banlieue d'Osaka, qui vivent là-bas. Elle a passé, ça fait depuis qu'elle est petite qu'elle va là-bas, donc c'est aussi un peu le personnage, quoi. Ça rend vraiment le tournage et puis faire le film même hyper authentique. Je trouve que c'est ça qui est super parce qu'il y a des moments de vie qui sont hyper crédibles. Et je suis en train de penser, quand tu parles du casting japonais, j'ai entendu une anecdote que, a priori, vous avez été en contact quelque temps avec Meiko Kaji, qui est l'actrice qui, notamment, une grande actrice japonaise. Alors, on n'a pas été en... Non. On n'était pas en contact avec elle. En fait, Yoko Narahashi, qui est la directrice de casting du film et qui a fait notamment, qui joue le rôle de Takeda, de Kyoko Takeda dans le film, la spécialiste des yokai pour les enfants. Oui, qui est super. Ouais, qui est super. Ah ouais. Et Yoko, elle, donc, est directrice de casting aussi. Donc, on a fait le casting avec elle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, moi, secrètement, je rêvais que le personnage à l'origine de Takeda soit joué par Meiko Kaji. Je trouve ça symboliquement fort. Ouais, les petits de Blood, on en passe, la femme voilà. champion. Et je trouvais que il y avait un truc symbolique fort là-dedans de l'appeler pour faire ce rôle. Mais en fait, elle était à une époque de sa vie, je crois, où elle était assez fatiguée, elle ne voulait plus trop jouer la comédie. Elle commençait à peine à revenir un peu, après un hiatus d'un certain nombre d'années. Ouais. Et au final, ça ne l'a pas intéressée. Donc au final, c'est Yoko qui joue son rôle merveilleusement. Elle est très bien aussi. Mais j'ai découvert que Meiko Kaji était dans la série, comment ça s'appelle? Shogun? C'est avec la yokai, Yakusho. Ah non, oui, la guerre des yokai. Non, pas la guerre des yokai. Il y a eu Yakusho. Yu Yu Hakusho, ça s'appelle? Ouais, c'est ça. C'est une Netflix sur les yokai et on la voit se battre d'ailleurs. Ah, il y a eu un live action de Yu Yu Hakusho? Ouais, c'est ça. Okay. Ah, d'accord. Il y a une scène, oui, il y a des yokai, il y a un Oni en short, il y a des démons, il y a une scène, et Meiko Kaji, on la voit se battre aussi dans un espèce de dojo à un moment. Ok, à 80 ans, alors 80 ans. Ouais. Ça marche hyper bien. Ah ouais, mais voilà, mais sans recul en tout cas. Non, mais c'est une histoire, tu sais, c'est toujours une histoire de timing. Des fois, tu espères de pouvoir, et puis des fois, ça ne se fait pas parce que c'était pas le bon moment pour le faire, mais ça n'empêche pas que ce que vous avez vu est super. Hein. Vraiment, Oui, et puis on a eu la chance, Kazuya Tanabe aussi, qui a un film. Il est incroyable, lui. Incroyable, ouais. Le monologue qu'il nous fait, tu vois son regard transpiré, où tu sens qu'il est à fond dedans, qu'il est paniqué, enfin, il est entre la panique, la peur, enfin tout ça, tout se mélange en fait, et puis il fait un monologue qui contraste avec Orelsen qui pipe rien de ce qu'il raconte, et puis qu'en fait, elle lui traduit très mal. Je trouve qu'on joue un peu sur de la comédie, un peu dramatique, tu vois, ça marche très bien cette scène, je trouve aussi. Ouais, merci. Voilà, c'était vraiment une super expérience. Voilà, j'ai la chance de travailler avec des comédiens dingues et une nouvelle culture, une façon de travailler qui est exemplaire. Ouais, non, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir travailler avec les Japonais. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils ont aussi toute une histoire. Ils ont une façon de jouer aussi qui est pas de nos codes à nous. Et parce que on a toujours tendance à dire que les Japonais sont un peu dans le surjeu, ils sont très théâtrales quand ils jouent. Donc, et par rapport à notre façon de jouer, ça peut des fois détonner, mais là, je trouve que l'équilibre il est bon quand même. Donc, ça marche. Sur la façon de jouer, c'est intéressant parce que c'est très variable. Parce que les Japonais sont plus dans la retenue en général. Si on regarde. Ah oui, tu trouves? Le cinéma, ça dépend. Okay. Ça dépend des films. Il y a des films où ils sont plus dans la retenue. Ouais. Je sais pas, les films de Koreeda, par exemple, ils sont pas. C'est du drame social, donc forcément, il faut. Par exemple, je parlais avec le directeur de production, Toshio Hanaoka, qui apparaît d'ailleurs dans le film. C'est lui qui fume la clope dans la rue, vraiment au ralenti, là, à Osaka. Toshio, qui est un mec incroyable, directeur de production du film. On parlait de Godzilla Minus One, par exemple, parce que c'est un film qui a eu énormément de succès international. Et selon eux, en tout cas, les Japonais, ils trouvent que le jeu est un peu surjoué dans ce film. Mais ils disent que ça marche, parce que c'est pour un marché international, ça marche, ce côté surjeu. Ok. Parce qu'en général, eux, les Japonais sont moins dans l'expression des émotions. Okay. Et ils ont plus l'habitude dans leur cinéma à eux
d'être plus dans la retenue, dans les émotions. Là, au Godzilla Minus One, pour nous, ça marche, parce que pour nous, c'est naturel, en tant qu'occidentaux, mais pour eux, public japonais, ils trouvent ça surjoué. Donc, en fait, c'est marrant de voir comment ça peut être interprété, quoi. Ok, ouais, c'est vrai que c'est une façon de. C'est vrai on peut avoir cette image-là. Alors, je pense que l'image est peut-être aussi déformée par le jeu des seiyuu, donc Ouais. les doubleurs japonais pour les animés, qui ont tendance des fois à tout le temps crier. Moi, je sais que j'ai un peu de mal avec cette façon de jouer-là. Mais c'est vrai que tout dépend des films, en fait, c'est vrai. Enfin, un raccourci, mais comme aujourd'hui, nous, Européens et Français, qui plus est, avec les animes, on est biberonnés par les animés. Ouais, par cela, ouais. On peut avoir un peu un regard un peu déformé de tout ça, en tout cas. Moi, ce que je voulais aussi t'amener, c'était sur tout le boulot aussi par rapport aux yokai. Tu parlais des yokai. C'est ce que j'adore. Et on parlait tout à l'heure des Tortues Ninja. C'est de l'effet en dur, quoi. Avec un petit peu de polish numérique par-dessus pour rendre le truc un peu flippant. Franchement, ça marche super bien, quoi. Enfin, c'est de la. Alors, malheureusement, alors moi, je trouve que je vais te dire un truc. C'est ma pensée à moi, mais je trouve qu'un réalisateur arrive toujours plus à se surpasser dans les idées, dans la recherche d'efficacité, quand il a moins de budget. Aujourd'hui, quand tu donnes à un réalisateur 200 millions, des fois, il va avoir la facilité de tomber en fait dans les SFX à fond pour tout. Et alors que quand on a moins de budget, et on a plein d'exemples, hein, on regarde des Sam Raimi, on regarde des Carpenter, on cherche toujours le côté un peu pratique, les effets en dur, ou qu'on essaie de moins montrer, qu'on joue avec la lumière pour voilà. Et c'est là où je trouve que ça marche le mieux. C'est un ressenti personnel parce que je trouve que on a vraiment l'âme, entre guillemets, la personnalité du réalisateur par cette manière de travailler. Et je trouve que dans ton film, du fait que tu travailles sur des yokai en dur, avec des effets de maquillage, et qu'il y a de la lumière, et un peu d'effets spéciaux, et ben, ça marche super bien en fait. Parce que pour moi, c'était la grosse crainte quand on m'a dit qu'il y avait des effets spéciaux. Bon, j'ai vu après ton boulot que tu as pu faire sur les clips, je me dis, bon, il sait ce qu'il fait. Mais en regardant le film, pour être très honnête, je ne connaissais pas ton expérience sur les effets spéciaux. Et en fait, là, franchement, ça marche super bien et c'est un gros point fort du film. Merci. Comment est-ce que tu peux en parler un petit peu sur cette recherche visuelle, sur tout ça? Bah, il y a eu beaucoup de choses. Bah, notamment, déjà, pour le tournage, c'est mieux pour les comédiens qui se battent avec quelque chose et qui tapent pas dans le vide. Parce que j'ai entendu dire des gens qui me disent c'est marrant, comme vous avez fait, les yokai sont en 3D, ils ont dû taper dans le vide. Non, enfin, il faut un repère visuel. Et moi, j'aime bien le côté artisanat au cinéma, j'aime bien le côté fait à la main, j'aime bien la matière. Il faut toujours partir d'une base réelle, même dans les effets visuels numériques, en post-prod, c'est toujours bien de partir d'une base réelle. Même, voilà, dès que je peux, le slime, on le fait en vrai. On s'inspire toujours, on va toujours shooter des trucs réels, on part de partir d'une matière, quoi. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé fabriquer les choses en dur. Et c'est un rêve, parce que même après, ça, un peu comme des collectionneurs de musées, j'aime bien ce truc-là de l'artisanat, en fait. Ouais. Et sur le rendu aussi, ça amène à une poésie qu'on n'a pas forcément avec la synthèse, où ça peut être un peu plus impersonnel. Alors après, il y a quand même des créatures, même il y a 20 ans, quand on a eu Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ça nous a quand même mis une claque. Et complètement fait en synthèse. La femme serpent, peut-être, elle est complètement synthèse, elle, celle qui a juste le cou, ouais, le cou et le visage, ouais. Bon, il y a une partie en dur, parce qu'à un moment donné où ils coupent la tête et ils la foutent dans le cou. Ouais. Ça, c'est du. Mais ça, techniquement, on a réfléchi aussi à comment on aurait pu faire en vrai le coup, mais c'était pas possible. C'est dur. Et il y a des choses qui sont techniquement pas possibles, notamment, voilà, mais c'est aussi un rêve. Moi quand j'ai grandi, je regardais des effets spéciaux au cinéma, toutes les animatroniques, enfin, que ce soit. On parlait de l'Empire contre-attaque, on parlait des Star Wars, mais on peut parler de beaucoup de choses comme ça qui ont été faites en vrai, quoi. Et donc moi, j'étais heureux sur mon premier film que je puisse faire un peu comme des réalisateurs dans les années 70, 80 ou 90, avec des marionnettes, des maquillages, des choses en vrai, quoi. Et c'est un plaisir, surtout que ce soit sur le plateau, et que ce soit pour les comédiens, et que ce soit à l'image aussi en rendu. On parle peut-être comme des vieux cons, je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'on soit de la même génération, mais c'est vrai que moi je trouve que ça me parle plus des effets pratiques, des effets de marionnettes, plutôt que d'avoir de la CGI. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends l'exemple de Star Wars, je trouve que ça marche mieux quand c'est des marionnettes, quand c'est des maquillages, que quand tu as un truc en numérique, une bouille numérique un peu dégueulasse, Jar Jar Binks au hasard. Donc voilà, et je trouve que c'est, je sais pas, il y a un effet plus authentique, et le fait que tu aies les maquettes, c'est super. Et les maquettes, construire en vrai des choses. Ça, c'est des choses aussi qui sont super, quoi, quand on peut utiliser ça. Et tes inspirations quand tu fais le film, parce que comme on pense, forcément, il y a les inspirations yokai, qui ont des choses qui sont inspirées de vrais yokai, mais c'est surtout, ça sort de la tête du personnage de Relsan, en fait, c'est ça qui est important.
Inspiration Sam Raimi, on parlait de Sam Raimi, Evil Dead, forcément. Enfin, Alors vous avez non, pensé pour le coup, pour Même vous avouer, pas moi j'ai vu aucun. Si, j'ai vu Evil Dead 3. Alors j'ai pas vu Evil Dead 2 parce que je sais Ok. que Ah, bah, donc tu qu'il y viens a découvrir. j'ai vu le 3 et j'ai vu un peu le 1, mais peu de souvenirs du 1. Donc non, je suis pas séance de rattrapage, j'ai pas vu le 2. Je sais que dans le 2, j'ai regardé parce qu'Aurel m'a dit il y a un démon dedans qui a une tête au long cou comme ça, comme Ruby. Et pour le coup, je suis allé regarder les scènes après coup quand Aurel m'en a parlé. Mais Sam Raimi, on va dire, oui, est-ce que c'est une inspiration? Bah, c'est sûr que Sam Raimi, il a un côté, il fait les choses aussi un peu à lui-même. Enfin, il y a ce côté un peu handmade, artisan. Ouais. Même encore dans ces derniers. Spider-Man de Sam Raimi, que j'ai vu quand je passais le bac, en effet, était une influence pour moi de manière générale. Mais Sam Raimi, directement pour ce film-là, je dirais non. En fait, non, il n'y a Ok. pas eu. J'ai pas eu de ref précise de film. Parce qu'il y a plein de films où il y a des créatures, des animatroniques. Il y a eu Bah, on plein, pense plein à de Guillaume références. del Toro aussi avec c'est pas l'orphelinat, mais c'est Le labyrinthe. labyrinthe de Pan. Ouais, labyrinthe de Pan. Ouais. Ouais, parce qu'il a fait des choses en réel. Notamment, oui, il y a un démon dedans qui est inspiré d'un yokai, celui avec les yeux dans Ouais, les mains. qui Qui fait ça, ouais. Ça, ouais. c'est complètement inspiré de la mythologie japonaise. Peut-être que dans le folklore espagnol, il y a de ça aussi. Il y a peut-être Des quelque chose comme inspirations. ça aussi. Il y a des ponts avec le Japon. Mais bon, il y a eu, oui, Wes Anderson qui fait aussi des choses en réel, forcément, que ce soit dans Asteroid City ou dans La vie aquatique. Bon, Maxi Monstre. Oui, ça, j'ai vu bref. t'en parler. C'est un film que j'ai pas vu, ça, pour le coup. Parce que, oui, eux, ils ont fait les créatures en vrai, avec des Tortues Ninja aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ouais. On revient à ça, où c'est des mecs en costume, avec des animatroniques. Et puis après, sur Maxi Monstre, il y a eu de l'enhancement, de l'amélioration avec du numérique, pour tout ce qui est lip sync, expression de visage, etc. Ouais, t'as pas le choix. Aujourd'hui, puis il vaut mieux passer par ça, c'est moins galère que de Voilà. faire comme on fait les Tortues Ninja pour le coup. C'est ça. Mais voilà, donc moi, mes inspirations, elles sont un peu dans tout ce cinéma-là, quoi. Ok. Mais j'ai pas eu d'inspiration directe de film pour Parce que la le mise en côté scène. horrifique du film, tout ce côté un peu horreur, c'est quelque chose qui te vient d'où dans le côté effet visuel, hein, je parle. Ça vient du scénario, ça vient Ouais. du script. C'est du script, ouais, Ça clairement. vient du script pur et dur. Je suis pas allé regarder des films d'horreur. Je suis pas Ouais, allé. ok. Non, en plus, je suis pas forcément un client de films d'horreur en général de ce genre-là. Mais je l'ai fait comme je le sentais par rapport au script. Et forcément, comme j'ai été baigné de plein de films. C'est vrai qu'il y a eu Total Recall qui m'a marqué parce que je l'ai vu quand j'avais 7 ans. Mon père m'emmenait voir au cinéma. C'était interdit aux moins de 12 ans. Et les séquences où il y a les yeux globuleux qui sortent, ça m'a marqué. Je me cachais la tête sous le siège. Ces plans-là m'ont traumatisé complètement. Mais ils sont restés en moi et ils sont ressortis un peu dans Yoroi, quoi. Donc, c'est un tout dans lequel j'ai baigné, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que c'est. Enfin, en tout cas, on le sent, et puis ça marche. Enfin, même le côté horrifique marche bien dans le film. Parce que et puis on ressent aussi ton côté, toute ton origine du clip, en fait, parce qu'il y a des moments. Ce que j'appelle pas le training montage, mais le montage où il y a la petite musique de fond, puis ils enchaînent les yokai, ça fait très clip aussi, ça, parce qu'il y a la musique d'Orelsan par-dessus. Ouais. Donc là, on sent vraiment, on sait d'où il vient, en voyant ce type de réalisation, c'est clairement emprunté, quoi. Ouais, quelque part peut-être. Après, il y a des séquences musicales, il y en a beaucoup au cinéma aussi, des séquences montage sur de la musique. C'est pas forcément lié au clip, c'est aussi un code dans le genre. Ouais, sûrement. Qui existe beaucoup. Il y a des séquences clippées au cinéma qui sont aussi des inspirations. Ouais. Et je ne sais pas si c'est spoilé, mais c'est plus ou moins dit dans la bande-annonce et dans la production, mais Orelsan joue 2 rôles dans le film. Est-ce que tu peux me dire comment il s'est un peu préparé pour ça, entre le bien et le mal? Je vais te faire une confidence. Je le trouve meilleur quand il joue en méchant que quand il joue le gentil. En termes d'acting, je parle. Disons qu'on s'attend pas à le voir là-dessus, quoi. On l'a jamais vu ce jour-là. Parce qu'il y a Laurel qu'on connaît, il y a son personnage dans les interviews, dans Bloqué, dans Comment c'est loin, dans les clips. Et cette face-là, on l'a jamais vu. Donc c'est peut-être là l'excitation, elle est intéressante, c'est que c'est une nouveauté. Et on ne s'attend pas à ça, en fait. On ne s'attend pas à ça, non. Ouais. Mais je ne veux pas en dire trop, mais en tout cas, oui, c'est beaucoup de travail et de rigueur pour arriver à ça, quoi. Ouais, c'est beaucoup de préparation physique, autant physique que acting, que du coaching, que trouver le bon ton, que l'écriture même du personnage.
Mais ouais, c'était à des contraintes par rapport aux scènes d'action, en tout cas, parce que Aurel devait constamment. C'était toute une gymnastique d'avoir les deux à l'écran, Ah oui, pour les scènes de bagarre. Mais ça marche bien, on le voit pas. Enfin, on voit pas trop les c'était beaucoup de travail pour ça. Ouais. Puis il y a un gros boulot de montage aussi derrière, je pense, à mon avis. Montage, trucage numérique, et oui, gestion, caméra, et puis plan de travail surtout. Ouais. Non, mais complètement, c'est vrai que ça se voit. Mais c'est vrai que c'est bien qu'ils jouent entre guillemets ces deux rôles, on n'en dira pas trop, on invitera les gens à aller voir le film comme le cinéma, mais c'est un peu l'aboutissement un peu aussi de tout ce qu'il propose depuis plusieurs années, c'est-à-dire que quand il chante, quand il rappe, il joue des personnages. Ouais. Ça lui a valu des problématiques, on va pas revenir dessus, sur un certain morceau qui avait fait polémique, où il expliquait comme il pouvait en disant qu'il jouait un personnage, que c'était pas lui, il ne pensait pas, mais il joue, c'est de la fiction, et que les gens avaient du mal à l'époque de comprendre que on accepte d'un film qui joue un personnage, un fou furieux, un drogué, un alcoolique, etc. Mais par contre, en musique, tu n'as pas le droit, en fait, parce qu'ils pensent que c'est vraiment le fond de sa pensée. Alors, tu peux aussi jouer un personnage en musique, quoi. Et là, je trouve que derrière, c'est un peu l'aboutissement, parce que clairement, le personnage qui joue dans ce film-là, ça peut être tiré de certains de ces morceaux les plus énervés qu'il peut y avoir dans les messages qu'il peut véhiculer, etc. Et bizarrement, maintenant qu'il est la plus de notoriété, c'est moins dérangeant. Tu vois. C'est là-dessus où je trouve que c'est bien, parce que c'est un bon aboutissement dans sa carrière, en tout cas. On conclut, si tu veux bien, là-dessus, parce qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas, à part si c'est juste que tu veux partager éventuellement. Non, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Plutôt maintenant, côté un peu cinéma, sur les premiers retours, là, on a des infos sur la première semaine, je crois que c'est 100 000 entrées, qui avait été communiquée par Sony, puis qui a été reliée par toi et par Orelsan. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose, tu es content des chiffres, un peu déçu? Parce qu'on sait que le cinéma, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, j'aborde un sujet peut-être un peu chiant, mais voilà, c'est juste pour avoir un peu ton avis, toi, là-dessus. Comment tu ressens les choses, comment tu vis les choses, quoi. Je pense qu'on a un moment sur le cinéma où tout est en train de changer. Par exemple, moi, je suis allé voir le film le jour de la sortie en salle, et c'était un public plutôt troisième âge dans la salle. Donc, ah oui. Et les films qui ont marché cette semaine-là, sont un public plutôt, même, on va dire, 50, 60 et plus, quoi. Ce sont eux, même, on va dire que même moi, je suis un vieux maintenant, 40 ans, je vais au cinéma parce que je suis cinéphile, mais nous, on a grandi avec le cinéma, on va encore au cinéma. Oui. Les générations qui vont plus au cinéma, on pourrait chercher des excuses comme le prix des places est cher. Le prix des places est cher par rapport à un abonnement d'une plateforme. Un abonnement Netflix coûte le prix d'un ticket de cinéma aujourd'hui. Donc, c'est pas évident. En tant que spectateur, on choisit les films qu'on va voir. Donc, le marché est compliqué. Après, il y a plusieurs facteurs. On a aussi une interdiction moins de 12 ans qui ne nous a pas complètement aidé non plus. Ok. Vous voulez le faire en tout public? Je ne sais pas. Après, on aurait pu avoir un avertissement moins de 12. Ok. Tu penses que c'est interdiction? Ok. Je pense que ça joue un peu parce que je pense que quand on a 10 ans, on peut le voir, par exemple. Mine de rien, entre 9 et 12 ans, le public entre 9 et 12 ans pourrait voir le film. Ça passe, ouais. Mais comme maintenant, ils demandent une carte d'identité à l'entrée, si tu as 11 ans et demi, tu ne veux pas le voir. Ouais, puis ça rigole pas, hein, pour l'avoir vécu. Pourtant, j'accompagnais mon neveu qui à l'époque était en dessous de l'âge recommandé pour le film qu'on allait voir. Et elle lui a dit non, c'est pas possible. Pas de carte d'identité, on pas. Oui, voilà. Donc ça n'a pas trop aidé. C'est bien quelque part aussi, parce que ça protège aussi un peu les enfants. Mais des fois, c'est pas tout le temps raisonné. Si on est là, c'est que normalement, on est censé être des parents qui donnent la bonne ligne conductrice. Mais bon, après, tous les parents, on n'est pas tous égaux, malheureusement, par rapport à ça. Non, voilà. Et puis, non, après, je ne sais pas. Je pense que le cinéma, de manière générale, apparemment, va moins bien, même que je crois qu'il y a 34% de moins par rapport à l'année dernière, en baisse. Là, ils annonçaient que le mois d'août, c'était le mois d'août, parce qu'on a reçu Olivier Schneider pour les orphelins, que c'était apparemment le pire mois possible qu'il aurait pu avoir au cinéma. C'était noir au niveau. Donc peut-être que le cinéma aujourd'hui, c'est quelque chose de plus niche. Aujourd'hui, c'est les plateformes. Ouais. Et je peux pas trop. Aujourd'hui, voilà, le film, il a la vie qu'il a. Nous, en tout cas, on a fait le max pour faire le meilleur film possible. On a voulu faire un film de cinéma pour le grand écran. On a poussé pour ça, on n'a pas voulu aller sur une plateforme, on n'a pas voulu en faire une série, on n'a pas voulu en faire un film de plateforme, on a voulu faire un film de cinéma à fond. Maintenant, voilà, c'est le public qui décide, c'est les critiques qui tranchent.
Les critiques sont bonnes, non? L'accueil critique, il est plutôt Mais il y a de correct. tout, hein. Il y a de tout. De toute façon, Ouais. c'est pas un film. On parle pas de Télérama qui vous a défoncé. Ouais, Parce que- Télérama, Nouvelle Obs, Libé. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Donc, qui ils sont ont peut-être bien, pas, bien. mais c'est pas leur cam, on va se le dire. C'est cinéma de genre Ouais. d'action, un peu horrifique. Clairement, c'est des gens qui aiment bien plutôt le drame social, etc. J'ai pas de critique, Je sais pas. mais encore une fois, c'est peut-être pas trop leur cam, je pense. Je sais pas. De toute façon, même moi, il y a des films que j'aime pas. Après, quand c'est vrai il y a des films que je trouve vraiment nuls, je le dis à des amis, à ma femme, à un coin de table, on en parle comme ça, Mais au écrire bar. sur un papier. Mais écrire sur un papier, c'est pas la même chose. Disons que oui, on a en tout cas, voilà. De toute façon, c'est ça, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est comme ça, le public, la critique. Le film, maintenant, on n'a plus de contrôle là-dessus. Il fait sa vie. Ouais, puis on peut pas reprocher entre guillemets à Sony de pas jouer le jeu au niveau de la com, au niveau de la Ah ouais, non, campagne promotionnelle, parce que honnêtement, ça, on le c'est voit sûr. partout. On le voit partout. Oui, ça c'est sûr. Ah non, mais Sony, ils ont fait un travail incroyable, remarquable. Et déjà, la chance qu'on a eue que le film puisse être financé et que Sony, Amazon, France 2 nous aient fait confiance sur un premier film. Enfin, moi, je suis hyper reconnaissant de ça. Et bon, maintenant, voilà, le film, il aura sa vie. On verra. Est-ce que ça sera pour l'instant. On vous souhaite le maximum en tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que moi, clairement, moi là-dessus, c'est pareil, encore une fois, on a un modeste regard par rapport à ça. Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, il vous manque peut-être le jeune public qui aujourd'hui ne va pas au cinéma ou peu au cinéma et va essentiellement sur les plateformes. Ouais. Donc sur ce premier point-là, je suis quasi persuadé que ça va cartonner quand ça va atterrir sur Prime Video. Enfin, ça va être un carton, ça va être dans les top 10. Enfin, je pense qu'il y a vraiment zéro souci, surtout que les documentaires d'Orelsan cartonnent sur Prime Video. Donc je pense que le film va se faire une belle seconde jeunesse sur les plateformes. Et après, il y a une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, je te dis vous, parce que tu as fait ce film-là, c'est un film de cinéma de genre action, un peu d'horreur, voilà. Et aujourd'hui, le cinéma encore français dans ce genre-là est encore malheureusement encore un peu trop connoté. Et je pense que le public qui se déplace en salle va voir essentiellement de la comédie française, parce que c'est ça qui cartonne aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un ralentissement à ce niveau-là, parce que même les grosses locomotives, on pense à Kaamelott, qui est actuellement en salle, il y a du monde, mais c'est très loin des attentes, tu vois, par rapport à un film comme ça, une locomotive comme ça. Je crois qu'il est à 750 000 entrées, alors qu'ils en attendaient 1 million ou 1,2 million, je crois, un truc comme ça, d'entrées. Ouais. Donc, oui, tous les films, oui, même les gros succès. Maintenant, les chiffres baissent. Bon, tout est un peu à la. Même les blockbusters cette année, comme Superman, 4 Fantastiques. Ça n'a pas bien marché. On n'a pas fait les chiffres. C'est pas horrible non plus, c'est pas la cata. C'est pas nul, hein, mais c'est pas dans les standards qu'on a pu connaître à une certaine époque. Non, et puis il y a eu beaucoup de choses. Les salles sont de plus en plus désertes. Je comprends, les places sont chères, à moins de prendre des cartes d'abonnement. Nous, clairement, on a été à une séance on était à l'UGC de Bordeaux. On a été en deuxième séance, donc c'est la séance de 22, sur une grande salle. On était 10 dans la salle, quoi. Ouais. On se dit, c'est dommage. Après, bon, 10 heures, c'est tard. C'est pas forcément l'heure où les gens vont, mais je sais pas si la séance d'avant, celle de 19h et des bananes, il y avait du monde ou pas, tu vois. Ouais. Mais après, c'est un ciné, mon acolyte Jason me dit souvent que c'est pas non plus un ciné où il y a une grosse affluence sur Bordeaux, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, mine de rien, ça devient compliqué de remplir les salles. Puis d'un autre côté, je sais pas, je lis aussi des choses où les gens essayent de voir le film et ils passent pas à moins de 40 km de chez eux, quoi. C'est distribué à combien de copies? 400 360, je crois. Ouais. Pourtant, il doit être diffusé à peu près. Je sais pas, je sais pas, c'est compliqué. De toute façon, j'ai pas regardé s'il était dans ma ville de chez moi. Moi, j'habite pas à La Rochelle, j'habite à 20 minutes en dessous de La Rochelle. Donc, je me demandais s'il était dans le cinéma de chez moi. J'avais pas regardé, tu vois. Vu que je l'avais vu, j'ai même pas été checké s'il y était, mais je pense qu'il y est. Il a au moins fait une semaine ou deux, tu vois. Je pense qu'il fera au moins une semaine ou deux. D'accord. Parce qu'il y a quand même le nom d'Orelsan qui peut se faire déplacer les foules. Mais tu vois, c'est étonnant parce qu'on se rend compte que Orelsan, gros carton musical, mais pour autant, c'est pas parce qu'il est cartonne en musique, qu'il a un public acquis en musique, que ça va faire forcément déplacer les foules au cinéma. Donc c'est assez contradictoire un peu. Enfin, pas contradictoire, mais tu te dis, bon, il n'y a pas vraiment de logique, quoi, en fait. Non, il n'y a pas de logique. De toute façon, si on avait la règle du succès, tout le monde ferait des films. Hein. On ne sait pas. En tout cas, nous, on a fait le max, on est très fiers du film. On a eu un super accueil sur les avant-premières provinces. On a des bons retours quand même et on est très très content du film qu'on a fait et vraiment on n'a pas chômé. C'est 4 ans de travail, 2 ans de travail acharné, intense.
Gros boulot, on s'est investi à fond. Non, On non, est très content, on est vraiment fiers que le film existe surtout. ça respire la sincérité et le travail. On voit que c'est du boulot, on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et franchement, je te dis, on l'a vu, on a pris une claque, hein, on a adoré. On ne s'attendait pas à ça, en fait. On nous l'a un peu teasé, on avait des gros a priori, pour être très honnête. On avait commencé à avoir quelques retours d'auditeurs qui l'ont vu en avant-première, qui ont dit franchement, c'est chouette. On a Manu Lanzi qui l'a vu avec les effets spéciaux, qui m'a dit non, franchement, très agréablement surpris par le boulot de post-prod et compagnie. Donc, c'est ça, quand tu vois le mec, j'ai vu quelques images où ils sont en costume, tu te dis comment est-ce que ça va rendre en produit fini, parce que là, comme ça fait bizarre, quoi. Donc, ouais, bien sûr, je comprends. On sent que derrière, il y a eu le boulot qui a été fait, et puis franchement, le film est cool. Donc, on vous encourage, auditeurs, encore une fois ici, à aller regarder Yoroi pendant que c'est encore en salle. Merci. Dernière petite question, c'est quoi le après Yoroi pour toi? Est-ce que tu as des choses, et sur quoi est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as des choses qui sont prévues? J'ai 5 films dans ma tête et dans mon téléphone pour d'écriture. Voilà, sur lequel je réfléchis. Maintenant, je vais voir sur lequel j'ai envie de partir vraiment sur ces 5 projets. Lequel se ferait en premier. Surtout comme c'est 4 ans de travail, un film, 2 ans minimum, donc j'ai envie d'être sûr que j'ai envie de passer 4 ans de ma vie là-dessus. Donc voilà, ça c'est... 4 genres différents ou il y a toujours des... Ouais, ils sont assez différents, et puis il y a des ponts aussi, il y a toujours il y a toujours quelque chose de commun dans tous ces styles-là, quoi. Enfin, en tout cas, ça me ressemble, en tout cas. Ça ressemble, c'est pas Yoroi non plus, c'est pas Yoroi 2, c'est pas non plus... c'est des choses qui ressemblent à mon travail et que j'ai envie de défendre, et on va voir sur lequel va se déclencher en premier, quoi. En étant un passionné de Star Wars, parce que tu as l'air de le revendiquer, que tu adores la franchise, est-ce que tu n'as pas des rêves de science-fiction? Je ne sais pas si c'est un délire que tu aimerais un jour faire. La science-fiction... C'est compliqué, la science-fiction à la française, mais il y a eu des trucs. Il y a des trucs, notamment avec des réalisateurs avec qui tu as bossé. Ouais, la science-fiction, même de manière intimiste, elle peut être belle. Enfin, voilà, complètement. Des choses que j'ai pu faire aussi un peu dans mon travail, mais voilà, il y a des thématiques aujourd'hui avec la technologie, les réseaux sociaux, voilà, Black Mirror, qui sont toujours ces thématiques-là qu'ils explorent, c'est de la science-fiction et en même temps proche du réel. Donc, et puis des choses plus farfelues, oui, pourquoi pas. Tous les genres me plaisent. Moi, je suis assez, j'aime tous les films, que ce soit de la comédie, du drame. Et puis, il y a des thématiques qui peuvent être... j'aime aussi l'hybride. J'aime aussi quand les sujets s'opposent. Ouais. J'aime bien quand les films ne sont pas dans un seul genre, mais aussi assez hybrides. C'est un peu le cas avec Yoroi actuellement. Ouais, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est une idée de toi ou si c'est une idée d'Orelsan dans l'écriture, mais je n'ai pas pensé à te poser la question. Je l'avais en tête depuis tout à l'heure et je n'ai pas trouvé le timing pour te la poser, mais vu qu'on en parle là, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait un regard assez critique sur le monde d'aujourd'hui et des inquiétudes qu'il y a à avoir pour le monde de demain. On a fait une mini-critique à chaud avec Jazz sur ton film en sortie de salle. Et moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué parce qu'en fait, on ressent le poids qu'il a de la célébrité, du poids des réseaux sociaux, de ce qu'il vit au quotidien, donc cette envie de partir pour couper. Et en même temps, vous avez un regard assez critique sur le monde de demain, qu'est-ce qu'on va laisser à l'avenir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, je ne sais pas si c'est une idée de tous les deux, une idée de toi, mais en tout cas, je trouve que c'est bien aussi dans ce côté un peu entertainment de glisser quand même une petite critique de notre société actuelle qui, je trouve, passe très bien. Je l'ai ressenti comme ça. Ouais, c'est pas forcément la motivation de départ, mais c'est important. Attends, faut que je monte mon casque. Je t'entends quand même. Je disais, voilà, en tout cas dans l'écriture pour moi, c'était important de toute façon qu'Aurel joue son propre rôle pour aller au bout de ces thématiques-là, de la célébrité, de rapport à tout ce qu'il vit, voilà, les réseaux sociaux et tout. Après, c'est toujours des bases de réflexion. C'est pas le film, pour moi, il ne se veut jamais être dans la morale ou dans la démagogie. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais il y a un petit message qui passe quand même. Et pour moi, c'est des réflexions qu'on pose et qu'on peut très bien placer dans ce genre de film-là, fantastique, comédie d'action, avec une seconde lecture un peu plus dans la réflexion. En tout cas, comment faire avancer le débat ou inciter à la discussion. Donc ça, c'est sûr que c'était essentiel que ce soit là. Moi, je trouve que je fais dans mon boulot toujours, même sur des clips, ou de toujours poser une réflexion et de faire avancer les choses là-dessus, faire avancer la discussion, et Aurel dans ses textes aussi. Donc oui, forcément, c'est lié. Ouais.
Super, voilà. Tu as répondu à ma question, donc c'est bien. Moi, j'ai déjà pas mal vu en tout cas. Et sur des projets, après, est-ce que tu continues à travailler, si tu vas continuer à travailler sur des clips, sur du générique, est-ce qu'il y a des choses que tu veux continuer à faire malgré en parallèle de tout ce que tu fais, ou là, le fait d'avoir fait du rail maintenant te permet de dire, allez, je vais maintenant plutôt me consacrer pleinement à ce métier de réalisateur? Bah oui, pour l'instant, là, la next step pour moi, c'est d'écrire et d'aller au bout de ces idées que j'ai, Ok. et laquelle va se pousser plus que les autres. Donc ça, c'est ça, c'est sur quoi je vais me consacrer pleinement. Ouais. Ok. Après, ça m'arrive toujours de faire des pubs, donc je tourne aussi. Là, Tu fais de la pub aussi? Ouais, Ok, je fais un peu d'accord. de pub. Là, je termine une pub pour les cinémas, pour Avatar en IMAX. Donc, Ah, ok, d'accord. c'est une publicité pour la sortie d'Avatar 3 en IMAX. Donc c'est toi qui es dessus. Donc, Ok. voilà, donc ça c'est ma dernière actu. Voilà, je fais ce genre de choses aussi en parallèle. De Tu la prévois publicité. d'intervenir sur les. Est-ce que tu prévois de faire quelques clips du nouvel album d'Orelsan? C'est des Je ne choses sais que tu pas. fais? Pas encore, tu sais pas. Pour Ok. l'instant, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, on verra. Ok. Bon, pas de C'est problème. pas, on verra comment vit l'album, on verra s'il y a des choses à défendre, Oui. à raconter, pourquoi pas. Ouais. Ok. Bon, bah super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Franchement, Merci c'était un beaucoup. super, super échange. J'ai vraiment adoré. Et j'espère que voilà, c'était cool aussi pour toi. Tu as passé un bon moment. Je Et passe puis, vraiment un moment, ouais. C'est très eh agréable. ben, top, c'est super. Donc, bon, la vidéo sortira sur YouTube. On l'aura aussi en version podcast. Ok, On te taguera dès que ça sortira. Ça va sortir assez vite, en fait, parce qu'on va d'accord. essayer de rester dans la thématique du film et de l'actualité du film. Donc voilà, mais écoute, merci beaucoup. Moi, je vais conclure en disant merci aux auditeurs pour l'écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo, à nous laisser les commentaires, c'est ce qui fait vivre le podcast. Et puis, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Aiki dans ton podcast. Ciao tout le monde. Merci. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.